Alors, on vous présente le professeur Courreau, certains le connaissent de nom, puisque c'est un ami de l'UFCOM France. Il est déjà intervenu, par exemple, quand on avait des problèmes de législation sur les transports d'animaux, donc pour valider un petit peu les protocoles que nous avions mis en place pour rendre plus souple ce qui était un petit peu compliqué sur les règles sanitaires, genre caisse en plastique, tenue de combat pour transporter les oiseaux, etc., etc. Mais c'est également un professeur à l'école vétérinaire de Maison-Alfort et il a en charge les centres de soins qui sont sous le label Maison-Alfort. Il devait y avoir 38 participants, on n'en est qu'à 21, c'est un petit peu dommage. Nous avons ici Michel Liano qui est en charge de la législation, mais aussi de la protection au sein du UFCOM France. Donc, merci Michel d'être présent. On n'a aucun président de région. C'est un petit peu dommage parce que les relais sur le terrain, c'est les régions qui doivent impulser les actions de protection, car elles font partie de notre monde ornithologique. Nous sommes des éleveurs d'oiseaux, mais également aussi des protecteurs à nos petits niveaux, mais aussi de savoir ce qui se passe dans les réseaux de protection et dans la sauvegarde, parce que nous sommes souvent appelés en tant que responsable d'un club éthologique, les gens qui trouvent un animal, souvent nous appellent en disant qu'est-ce que je dois faire avec cet animal-là. Parce qu'ils ne savent pas trop que nous sommes plutôt des éleveurs d'oiseaux, ils nous prennent aussi pour des simples ornithologues de terrain, par exemple. Ça arrive couramment, j'en ai encore eu un, moi, la semaine dernière. Alors Jean-François va, dans ce diaporama, c'est lui qui va à la fois le projeter et le commenter. Cette fois-ci, ce n'est pas nous qui le projetons. À votre disposition, Jean-François. Merci. Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'apporte juste quelques précisions. Alors, je suis retraité maintenant. Donc, j'ai exercé comme professeur de zootechnie à l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Et ma spécialité, c'était les races et leur génétique. C'est comme ça, en somme, que j'ai connu Jacques Fèvre, il y a donc bien longtemps, en me retrouvant au ministère avec lui lorsqu'il était question de situer quelles étaient les variétés domestiques ou les espèces de statut domestique. C'est comme ça que ça a commencé et que j'ai pu avoir quelques relations avec l'UOF et c'est avec grand plaisir que j'ai pu collaborer ainsi. Alors, en ce qui concerne mon activité faune sauvage, elle a commencé pendant que j'étais en activité. Il s'agissait en somme au tout début d'un tout petit centre de soins qui a été créé grâce à quelques étudiants vétérinaires qui voulaient absolument soigner la faune sauvage parce qu'il faut savoir qu'en école vétérinaire, on n'apprend que sur les animaux domestiques. Ça a un tout petit peu changé maintenant, mais c'est vraiment à 99% l'animal domestique qui est au centre de la formation des vétérinaires. Et c'est dommage parce que vous savez que les vétérinaires sont sollicités pour pas mal d'animaux sauvages et vous-même vous les sollicitez pour certains de vos animaux. Et il est vrai aussi que parmi les espèces qu'on traite en école vétérinaire, l'oiseau est souvent le parent pauvre parce qu'en dehors, en somme, des élevages intensifs d'oiseaux, c'est vrai qu'on n'apprend pas grand-chose. Voilà. Donc, après avoir créé avec quelques étudiants donc ce centre de soins, mais il y a déjà une trentaine d'années, la chose, disons, l'affaire a grossi. Et puis, il a fallu créer une association donc, qui en 2014 qui s'appelle Faune Alfort. Bon, ça se comprend bien, hein, c'était pour rattacher en somme d'une certaine façon l'association à l'école vétérinaire. Et ça a été créé tout simplement parce que financièrement, l'école vétérinaire qui prenait en charge le centre de soins au départ n'avait plus les moyens. Donc, il fallait aller créer une association pour trouver des fonds et assurer la pérennité du centre de soins. Puis vous verrez, donc ça grossit. Alors, il se trouve que je vais vous parler dans une seconde partie donc, du fonctionnement d'un centre de soins. Ce sera donc le centre de soins de Faune Alfort. Mais dans une première partie, donc comme ça a été dit, je vais vous parler de ce qu'on appelle le réseau de centres de soins. Donc, c'est une fédération de centres de soins qui regroupe aujourd'hui une bonne partie des centres de soins en France, tout simplement parce que les centres de soins sont mal connus des pouvoirs publics et il s'agissait de mieux les faire connaître et puis de viser une certaine professionnalisation. Donc, vous allez voir effectivement ce qu'il en est. Parce que… Ah, ça y est. Donc, ils sont les centres de soins en France. Donc, il y a le centre du réseau, mais il y a plus globalement, en somme, en France, une centaine de centres de soins. Alors, ça va de tout petits centres de soins qui n'accueillent qu'une espèce. Généralement, c'est le hérisson,
à des grands centres de soins comme celui de Faune-Alfort qui accueillent des milliers d'espèces. Et en somme, on se rend compte que peu de gens savent ce que sont les centres de soins et quelle est leur fonction, et puis quelle est leur légitimité aussi. Donc, il est évident, comme vous le voyez, que c'est un lieu pour soigner les animaux, ça va de soi. C'est aussi un lieu d'échange, parce que finalement, les intervenants dans les centres de soins sont extrêmement nombreux. Donc, vous voyez, il y a des vétérinaires, ils ne sont pas les plus nombreux. Il y a surtout des soigneurs, et quand ils sont salariés, c'est parce qu'en somme, l'association qui supporte le centre de soins a les moyens d'avoir des salariés. Et il y a surtout beaucoup de bénévoles. Et puis aussi du public, puisque c'est essentiellement des particuliers, donc le grand public, en somme, qui nous apporte les animaux. Donc, c'est un lieu où il y a énormément d'échanges entre des gens de toutes origines. Et on va à l'encontre d'idées reçues. Donc, un centre de soins, ça n'est pas tout ça, hein, tout ce que vous voyez. Et notamment, on insiste bien sur le fait qu'un centre de soins, ce n'est pas quelqu'un qui décide de soigner les animaux chez lui sans autorisation. Alors, on sait bien qu'en France, il y a pas mal de gens qui accueillent les animaux chez eux, qui les soignent tant bien que mal, et parfois, malheureusement, fort mal. Mais n'empêche qu'il y a une réglementation qui fait que, comme pour vos activités, eh bien, tout le monde ne peut pas, effectivement, créer un centre de soins. Il y a en somme, à la base, une autorisation préfectorale pour ouvrir le centre. Et puis, ce que vous connaissez, c'est un certificat de capacité pour la personne qui sera responsable du centre. Voilà. Après avoir attesté de ses compétences sur les espèces accueillies, ben, la personne se voit autorisée à les accueillir dans le cadre d'un centre de soins avec une fonction et une seule, qui est soigner pour relâcher. Ça, c'est donc la particularité des centres de soins. Ils sont autorisés à recevoir toutes les espèces, bon, sauf enfin, on en parlera peut-être à la fin, les invasifs, hein, qui sont particuliers, mais habilités à recevoir toutes les espèces pour lesquelles ils ont l'agrément, mais ils ne peuvent pas les garder. Donc, c'est vraiment dans le texte qui les réglemente, c'est-à-dire l'arrêté de 1992, on soigne, on détient temporairement et on relâche. Et on relâche quand c'est possible. À la fin, dans la deuxième partie, vous verrez que malheureusement, on ne relâche pas tout. Nous, on en relâche quand même une bonne partie. Alors, le parcours type d'un animal en centre de soins, si on voit de sa découverte à son relâché, voilà les étapes. Donc, la découverte est souvent d'abord fortuite et souvent le fait d'un particulier. Hein, l'immense majorité des gens qui nous apportent des animaux sont des particuliers. Alors, quand ils ramassent un oiseau de petite taille, en général, ça ne pose pas de problème. Lorsqu'ils ramassent des animaux de plus grande taille, des rapaces ou qui sont confrontés à un cygne blessé, ou encore plus à des mammifères carnivores, là, dans ces cas-là, souvent le particulier s'abstient. Et c'est à ce moment-là un appel vers les équipes animalières des pompiers, voire vers l'OFB, que les gens se retournent, parce qu'il faut éviter quand même autant que possible des accidents. Alors, le passage ensuite du lieu de la découverte au centre de soins, en général, donc c'est le particulier qui fait ce trajet. Et c'est un point qui a été, disons, très discuté au tout début des centres de soins, donc il y a longtemps. Pour la faune protégée, dans la mesure où elle est protégée et que personne n'a le droit de s'en saisir, est-ce qu'un particulier voyant un animal en détresse pouvait finalement s'en saisir pour l'amener, pour son bien, vers un centre de soins? Mais en somme, si on s'en référait au premier texte, c'était impossible, ce qui était quand même une énormité. Et finalement, très rapidement, il y a une circulaire qui a éclairci le sujet, et il y a donc une tolérance qui permet à tout à chacun de recueillir un animal pourtant qui soit en détresse pour l'emmener vers le chemin le plus court, vers un centre de soins, voire vers un vétérinaire qui, lui, ne pourra faire que les premiers soins et ensuite devra renvoyer le plus tôt possible vers le centre de soins qui seul a l'autorisation pour un séjour long. Voilà, ça c'est l'affaire du rapatriement. Certains centres de soins ont des bénévoles qui font du rapatriement. Donc, lorsque les particuliers ne peuvent pas se déplacer, bien, ce sont ce qu'on appelle les rapatrieurs chez nous, qui vont chercher l'animal chez les gens et qui ensuite le ramènent au centre de soins. Alors, les soins eux-mêmes ressemblent à ce qui se passe chez un vétérinaire. Hein, bon, en général, ils sont vus par un vétérinaire, mais j'y reviendrai. Mais pas toujours, hein, parce qu'il n'y a pas toujours des vétérinaires suffisamment disponibles pour les centres de soins. Mais ensuite, il y a une phase donc d'hospitalisation. Et puis, ce qui est très particulier dans les centres de soins,
c'est cette nécessité, et j'y reviendrai dans la deuxième partie un peu plus, alors, ce qui est marqué ici, rééducation. Aujourd'hui, on parle plus de réhabilitation. En somme, c'est la préparation relâchée. Donc, ce qui compte, c'est que l'animal soit en très, très bonne forme. Vous savez que la vie en nature pour un animal sauvage est quand même difficile. Donc, après un temps d'hospitalisation, souvent, ses capacités physiologiques sont amoindries. Et donc, de la sorte, il faut vraiment le mettre dans des espaces importants où il pourra à nouveau se remuscler, récupérer aussi la capacité cardiaque, par exemple. Et ainsi, quand on le relâche, il a repris la pleine possibilité, la pleine possession de ses moyens et ça lui permet, voilà, de survivre à nouveau correctement dans la nature. Et puis enfin, bon, il y a la phase de relâcher. Alors ça, c'est la récompense, hein. C'est ce pourquoi on travaille pour l'essentiel. Mais vous verrez que même quand on ne sauve pas un animal, on a la satisfaction d'avoir fait ce qu'il était possible de faire pour lui. On ne sauve pas tout le monde, mais enfin, au moins, on essaie de faire le mieux pour tout le monde. Alors, dans un centre de soins, qui trouve-t-on? Alors, on peut dire qu'il y a un personnage central qui est le vétérinaire. En fait, des vétérinaires salariés, il n'y en a que dans les 3 écoles vétérinaires qui ont un centre de soins. Hein, c'est les écoles d'Alfort, de Nantes et de Toulouse. Hein, Lyon, la 4e école, n'a pas de centre de soins. Dans le passé, il y en a eu un, mais ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Le vétérinaire qui, réglementairement, doit absolument, effectivement, réaliser les actes vétérinaires dans le centre de soins, est souvent vétérinaire libéral, de ce fait. Donc, il va pouvoir accorder quelques heures dans la semaine, soit sur place, il vient dans le centre de soins, si le centre de soins est équipé, soit le centre de soins emmène dans la clinique vétérinaire les animaux qui, je dirais, méritent d'être examinés par un vétérinaire, parce que quand il y a vraiment beaucoup d'animaux qui arrivent, on ne peut pas tout montrer à un vétérinaire libéral qui passerait sa journée à ça. Et puis, il y a un deuxième personnage central, là, c'est le capacitaire. Hein. Donc, pas de capacitaire, pas de centre de soins qui puisse ouvrir. Alors, le capacitaire, en général, a eu un parcours de soigneur, il a acquis de l'expérience, et c'est comme ça qu'il est devenu capacitaire. Et ce capacitaire est souvent, pas toujours, mais souvent ce qu'on appelle le chef de centre, c'est-à-dire c'est lui qui gère, on peut dire administrativement, le centre de soins, qui chapeaute le travail des autres soigneurs et qui délègue aussi à ses soigneurs l'encadrement des bénévoles. Alors, le capacitaire a, je dirais malheureusement pour lui, la responsabilité administrative le plus souvent et il passe souvent bien plus de temps à l'administration du centre qu'avec les animaux. Voilà. Mais nous avons aussi donc les soigneurs. Et chez les soigneurs, c'est un petit peu pareil en somme. Hein. Les soigneurs, quand il y a un grand centre, sont les soigneurs salariés qui peuvent être en nombre. Hein. Les soigneurs passent plus de temps à encadrer en somme les autres soigneurs qui sont eux bénévoles, à les former, à organiser le travail de la journée, et puis finalement, ils passent relativement peu de temps aussi avec les animaux. Donc, c'est parfois un peu frustrant. Alors, on leur réserve quand même les soins les plus délicats et les espèces les plus délicates aussi à manipuler. Je pense notamment aux carnivores pour lesquels il y a effectivement un certain savoir-faire qui est nécessaire. Je pense aussi aux chiroptères. Hein, les chiroptères sont systématiquement confiés aux soigneurs parce que, vous savez, il y a un tout petit risque rabique avec les chauves-souris, notamment certaines espèces comme la sérotine. Et donc, voilà, si quelqu'un se fait mordre, il vaut mieux que ce soit un soigneur plutôt qu'un bénévole. Puis, donc, on vaccine contre la rage les soigneurs, voilà, par précaution. Et puis, il y a une autre catégorie de personnes, ce qu'on appelle les médiateurs. Alors, vous imaginez effectivement que dans les centres de soins, il y a énormément de gens qui appellent pour prendre des informations sur la faune sauvage, qui ont trouvé un animal et qui disent, mais cet animal, voilà ce qu'il a, est-ce que je vous l'apporte, comment est-ce que je peux vous l'apporter, qu'est-ce que je dois faire en attendant de vous l'apporter. Et donc, ce sont des milliers d'appels téléphoniques ou de messages sur Internet qui arrivent dans les centres de soins et qu'il faut traiter. Alors, c'est intéressant dans la mesure où, comme ça, les gens, avant de faire des bêtises, au moins, ils sont informés de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et puis, il y a aussi des animaux qui sont trouvés alors qu'ils ne sont pas en détresse. Je pense notamment, il y a un cas classique, le faon, le faon, évidemment, hein, qu'il ne faut pas ramasser. Je pense aussi aux jeunes chouettes culottes. Voilà, des espèces comme ça, des animaux
pour lesquels on va dire, ben non, écoutez, non, il n'est pas en détresse, ça n'a pas ce que vous me dites, et puis dans ce cas-là, remettez-le là où vous l'avez trouvé. Voilà, ça évite d'avoir des centres de soins des animaux qui ne méritent pas d'y être et qui risquent plutôt de poser des problèmes lorsqu'il s'agit de jeunes qu'il faut ensuite élever. Et puis voilà, on parle beaucoup des bénévoles qui sont des bénévoles soigneurs, mais heureusement qu'on a aussi des bénévoles qui savent faire autre chose. Et je pense notamment aux bricoleurs. À Faune-Alfort, nous, on est encore en phase de construction de volières. Ben, je vais vous dire, si on n'avait pas de bénévoles bricoleurs, et vous savez que c'est important d'avoir des installations qui soient correctes, on ne s'en sortirait pas. Donc voilà, donc il y a des gens extrêmement précieux qui savent bricoler, qui savent construire, c'est heureux. Et puis voilà, on vous rappelle aussi les bénévoles rapatrieurs. Nous, comme on a 2 centres de soins qui coopèrent, eh ben, 3 voire 4 fois par semaine, on a besoin d'avoir des bénévoles qui transfèrent les animaux d'un centre à l'autre. Voilà, donc ça fait quand même une petite communauté assez complexe. Alors, le bénévolat, si je le résume, c'est en termes de main-d'œuvre, on considère que c'est de l'ordre de 80% de la main-d'œuvre qui est réalisée par des bénévoles. Donc, c'est énorme, c'est indispensable. Sincèrement, si on avait les moyens, on aimerait réduire un peu le taux de bénévoles pour avoir plus de salariés, parce que les salariés sont des professionnels. Un bénévole, il ne fait pas quand même tout à fait le même travail qu'un salarié. Sauf que le bénévole, on ne le paye pas et c'est heureux pour nous. Et puis, vous voyez quand même qu'il y a un recrutement permanent. Vous savez ce que c'est que le bénévolat. Les gens, pour des raisons X ou Y, souvent, ils finissent par quitter l'association. Donc, voyez-vous, c'est de l'ordre d'un tiers de bénévoles renouvelés chaque année, c'est à peu près ça. Mais là, je ne compte que ce qu'on appelle les bénévoles intermittents. Donc, les gens qui vont venir, mettons, 1 fois par semaine, pour lesquels il y a ce renouvellement d'un tiers. Il y a aussi beaucoup de bénévoles dans les centres de soins qui sont des stagiaires, ce qu'on appelle souvent éco-volontaires, en somme. C'est-à-dire qu'ils sont à disposition du centre de soins pendant quelques semaines. C'est surtout pendant la belle saison, et c'est notamment parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, pendant la vacance, en somme, vont faire cet éco-volontariat. Alors, ceux-là, en somme, ils font ça 1 fois de leur vie, en règle générale, et donc ceux-là, on les renouvelle tous les ans à 100%. Donc, c'est un recrutement permanent de bénévoles. Alors, les centres de soins. Là, je suis désolé, je n'ai pas l'actualisation de 2022. Elle va se faire, mais elle n'est pas encore préparée. Et donc, ce sont les chiffres de 2021 pour le réseau. Donc, le réseau, actuellement, c'est 26 centres de soins. Et bientôt, le prochain CA, c'est le mois prochain, et bientôt, il y en aura 30. Voilà. Donc là, les chiffres sont un petit peu en dessous de ce qui sera prochainement. Les 58 000 animaux, là, sont passés, on a fait le bilan quand même 2022, au niveau du réseau. Donc, sur les 26 centres actuels, c'est 76 000 animaux qui ont été récupérés dans les centres de soins en 2022. On considère, mais là, il n'y a pas de chiffres nationaux, hein, c'est dommage, il n'y a pas de centralisation de tous les chiffres au niveau national. La centaine de centres de soins, on pense qu'elle récupère chaque année, alors c'est à la louche, au moins 100 000 animaux. 100, 120, 150 peut-être. Donc, vous voyez, en gros, le réseau, c'est à peu près, on considère aujourd'hui, les 2 tiers des animaux recueillis. Bien qu'il ne concerne que le tiers des centres actuels. Vous voyez l'ampleur du budget, c'est un budget assez modeste. Alors, il y a une façon de compter assez simple chez nous. Un animal, c'est en gros 50 € pendant son séjour. Voilà, donc c'est relativement simple. Et comme vous le verrez, comme vous le voyez, c'est à peu près 1 € par jour. C'est-à-dire que le séjour moyen, c'est 1 mois et demi, 2 mois. Voilà. Entre les animaux qui vont y passer quelques jours, puis ceux qui vont y passer quelques mois. C'est à peu près ça. Donc, la croissance est continue, régulière. Alors, on considérait jusqu'alors, ces dernières années, qu'on était sur une marge de 15-20% d'animaux en plus chaque année, ce qui était quand même beaucoup, hein, il fallait absorber la chose. J'ai l'impression que ça se stabilise un petit peu à un taux de progression quand même toujours positif, mais un petit peu moindre. Ce qu'on souhaite montrer au point public, c'est ce que nous apportons, nous, centres de soins, à la collectivité donc nationale, hein, et aussi au pouvoir public en leur rendant service.
Alors, d'abord, vous savez qu'il y a un suivi par l'OFB, par la Fédération de chasse, des espèces animales sauvages en matière de maladies, mais ça se concerne essentiellement les espèces gibier. Nous, on touche toutes les espèces, et avec une majorité de l'ordre des 3/4 d'animaux d'espèces protégées, sur lesquels, en dehors du centre de soins, en somme, il n'y a pas de données sanitaires. Voilà, donc ces données sanitaires, on estime qu'elles sont importantes. Et puis, notamment, alors je peux vous dire que la Covid est passée par là. Hein, on a bien senti dans la population et dans le pouvoir public combien maintenant on était vigilant, par exemple, au virus qui trafique dans la faune sauvage. Parce que c'est là qu'on a des potentiels candidats à une prochaine épidémie, voire pandémie humaine. Donc, je vois aussi depuis 2 ans les projets de recherche sur une meilleure connaissance des virus hébergés par la faune sauvage qui se montrent de plus en plus importants. Donc, c'est une évolution récente, une sensibilisation de voie publique récente à ce suivi sanitaire de la faune sauvage. Par ailleurs, ici, je parle de production de données. Alors, en dehors, effectivement, de ce qui est maladie, il y a aussi tout ce qui concerne l'impact des activités humaines sur la faune sauvage. Et là aussi, il n'y a guère que les centres de soins qui se rendent compte. Alors, l'impact des activités humaines, ça va du choc par les éoliennes au choc par le véhicule. Et alors, vous verrez tout à l'heure dans les causes d'accueil qu'il y en a pas mal. Et il y a aussi les canicules, il y a des tempêtes plus importantes, il y a des changements de météo très rapides et trop rapides pour certaines espèces, avec des catastrophes parfois au moment de la reproduction. Voilà. Et avec les centres de soins, on a cette capacité de recueillir des données pour mettre en évidence, malheureusement, tout ce que l'espèce humaine peut faire comme mal à la faune sauvage, alors soit directement avec le choc contre un véhicule, soit indirectement avec, malheureusement, l'évolution climatique. Et justement, cette évolution climatique, depuis que les médias en parlent, et en parlent abondamment, on se rend compte que ça préoccupe beaucoup plus les gens. Et l'augmentation des accueils qui est très forte depuis 10-15 ans, plus forte qu'auparavant, on pense que ça tient notamment au fait que les gens sont aujourd'hui plus soucieux. Alors, de la souffrance animale, ça c'est une évolution de la société, et de la faune sauvage. Voilà, parce qu'on parle tellement de sa vulnérabilité et de la perte de biodiversité que enfin ça touche le plus grand public possible. Ça, c'est une bonne évolution. Ce qu'il y a, c'est que nous, évidemment, en centre de soins, voilà, on récupère plus d'animaux, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les humains qui ramassent les animaux. Les animaux ne viennent pas tous seuls en centre de soins. Et quand les gens sont sensibles à la cause animale, ils apportent plus facilement les animaux en détresse. Voilà, et puis le dernier message, c'est que les pouvoirs publics devraient se rendre compte qu'on rend un service public. Alors, ce service public est gratuit, comme vous le savez, la faune sauvage, elle appartient à personne, et comme elle appartient à personne, on ne peut faire payer personne. Voilà, c'est logique. Donc, on fonctionne, vous le verrez, avec notamment des dons, heureusement. Alors, j'en viens à nos problèmes, il faut les connaître. Alors, il y a cette augmentation constante. Qui dit augmentation constante m'a dit supplémentaire de moyens. Alors, je vais y revenir, moyens financiers notamment. Et là, vous avez un écart que l'on constate, alors j'espère que ça ne va pas durer, entre l'augmentation des accueils, donc l'augmentation des besoins, et puis l'augmentation des finances moyennes dans les centres. Alors, une association comme la mienne ne se débrouille pas trop mal, on arrive à suivre à peu près l'augmentation des accueils dans notre augmentation financière, mais il y a des centres qui ont beaucoup de mal, effectivement, à collecter des fonds, alors que les animaux arrivent de plus en plus nombreux. Voilà, ce qui fait qu'il y a quand même des centres tous les ans qui ferment. Alors, quand ils n'en peuvent plus, quand il n'y a plus assez de moyens, quand il y a trop d'animaux qui arrivent, ils ferment temporairement. Alors, c'est souvent à la plus haute saison, vous verrez que c'est la belle saison. Ils ferment 1 mois, 2 mois si c'est nécessaire, puis ils rouvrent après. Et puis de temps en temps, il y a des centres qui ferment définitivement, parce que définitivement, effectivement, ils n'ont plus les moyens pour assurer le service. Alors, à la haute saison, donc c'est printemps-été, à la haute saison, bon là, les senteurs, c'est un record,
mais nos soigneurs font nettement plus que ceux pour qu'on les paye, hein. Alors, ça reste entre nous, hein, mais ils font des heures supplémentaires qu'on n'a pas les moyens de payer, donc ils font une partie de leur temps de travail en bénévolat. Ça, c'est à la haute saison. Alors, le financement sur, disons, le modèle économique moyen d'un centre, c'est à peu près ça. Il y a donc une trentaine de pourcents, c'est moyen, hein, Faune-Alfort, par exemple, ce n'est pas tout à fait dans ce cadre-là. Il y a des ressources propres. Donc, on vend des goodies, on fait des prestations de service. Prestations de service, c'est par exemple aller dans les écoles pour faire de l'animation scolaire sur la faune sauvage en détresse. On forme aussi des agents municipaux, là aussi, hein, pour les former au discours envers les usagers des espaces verts, par exemple, ou pour les former eux-mêmes à la prise en charge d'animaux sauvages en première instance. Voilà, donc il y a des ressources propres et c'est nécessaire de donner une certaine autonomie en somme financière. À côté de ça, alors on émarge de façon très différente suivant les régions, suivant les rapports qu'on a avec les politiques locaux. Les communes aident un peu, certains départements aident bien leurs centres, et puis de rares régions aident aussi les centres de soins. Alors on cite toujours un exemple, il y a deux régions qui systématiquement aident les centres de soins, c'est la Nouvelle-Aquitaine et le Grand Est. Et c'est extrêmement précieux, évidemment. Mais en règle générale, donc l'essentiel des fonds des centres de soins, ce sont des fonds privés. Alors, d'une part, les adhérents, hein, qui font des dons, donc les donateurs particuliers. Et puis, dans le mécénat, alors vous avez les grandes associations ou fondations de protection animale, par exemple le 30 millions d'amis, assistance aux animaux, voilà, pas mal de centres de soins. Et puis ensuite, c'est aller à la pêche aux fondations d'entreprises. Alors, peu sont sensibles à notre cause, mais certaines sont quand même sensibles effectivement à notre cause. Et donc, les fondations d'entreprises privées peuvent effectivement aider les centres de soins, au moins ponctuellement. Alors, si on reprend les réalités, c'est donc d'abord la précarité. Alors, c'est devenu, mais je pense que vous savez ce que c'est que les difficultés financières d'association, hein. La précarité chez nous, elle est chronique, hein. Donc, on démarre l'année, on sait qu'on la démarre, mais on ne sait pas si on la finira. Bon, mon association, ça marche pas mal, mais j'en connais d'autres, malheureusement, qui ont bien du mal à finir, on peut dire, les fins de mois. Les moyens humains manquent. Alors, en bénévolat, quand on est près d'une grande ville, ça se passe bien. On arrive à recruter suffisamment. Donc, moi, en Île-de-France, ça va, j'ai pas de difficulté. Par contre, quand vous êtes un centre en zone rurale, ben, c'est difficile de récupérer des bénévoles. Si en plus, vos stagiaires, vous ne pouvez pas les loger, bon, eh ben, ça devient très, très difficile de recruter. Voilà, donc le bénévolat a ses limites et il y a des centres de soins qui ont beaucoup de mal à récupérer suffisamment de bénévoles. Et puis, le dernier point qui est indiqué ici, un autre modèle de centre de soins. Alors, on assiste à une nouvelle génération de créateurs de centres de soins. On les connaît bien, souvent ce sont des jeunes qui ont un parcours alors plutôt de formation en biologie, qui rêvent effectivement d'aider la faune sauvage, et ce sont des gens qui sont extrêmement exigeants sur ce qu'ils veulent faire en centre de soins. Mais bon, l'envie de bien faire, malheureusement, ce n'est pas toujours suffisant, et il faut aussi savoir être, quand on crée un centre de soins, un gestionnaire. Malheureusement, c'est souvent ça qui va faire la réussite. Voilà, donc ici, ces deux flèches sont là pour résumer. Plus, alors 20%, peut-être un petit peu moins maintenant, mais on va voir les années qui viennent, hein, de prise en charge d'animaux en détresse. Et puis à côté de ça, bah, par contre, les moyens financiers, on peut dire qu'ils stagnent, ou en tout cas, ils n'augmentent pas en proportion. Alors, ce qu'on va essayer de faire valoir, j'y reviens encore un peu sur au pouvoir public pour qu'ils nous aident, parce que donc, quand j'ai parlé de pouvoir public, vous avez vu que je n'ai pas cité l'État. Alors, l'État n'a pas de ligne de crédit pour les centres de soins. Bon, le réseau en tant que fédération a des rendez-vous, ou a eu des rendez-vous, c'est arrêté depuis un petit moment, on va essayer de reprendre ça, avec le ministère de l'Environnement.
il y a une mission de l'inspection générale du ministère qui a rendu ses conclusions dans un rapport qui n'est malheureusement pas encore publié. On attend publication depuis des mois. En somme, il s'agissait de faire le point sur les possibilités de financement pérenne dans les centres de soins, avec soit des aides de l'État, soit l'État qui instaure une certaine réglementation qui permettent d'avoir des revenus réguliers pour les centres de soins. Voilà, ça c'est en attente. On espère que ce document, qui est sûrement très très bien, va paraître parce que toutes les bases de discussion sont dedans. Alors, ce qu'on va faire comprendre, c'est effectivement qu'on rend service, un service public gratuit, et qu'on travaille comme des urgentistes. Alors, c'est vrai que quand on entend les problèmes dans les services d'urgence des hôpitaux humains, on s'y reconnaît pas mal, parce qu'il y a vraiment cette période des engorgements et du manque de personnel, et puis aussi du manque de personnel qualifié. Et ça, c'est pas facile. Alors, voyez-vous, on est les seules structures capables ou habilitées à prendre en charge les animaux. Et oui, c'est ça le problème, c'est que finalement, on nous accorde ce monopole de soins à la faune sauvage en détresse, c'est bien gentil, mais on ne nous accorde pas, évidemment, les moyens nécessaires pour mener à bien ce service public. Voilà, c'est ça qui est difficile. Alors, nous, évidemment, comme toute la population, ou une bonne partie de la population, on est très sensible à la souffrance animale. Ce qu'on fait en général dans ce cadre-là, qu'on soit bénévole ou même qu'on soit salarié, c'est vraiment parce que on a envie d'une façon ou d'une autre de soulager la souffrance animale. Alors souvent, les gens, nous, on ne fait pas beaucoup de différence entre l'animal domestique et l'animal sauvage, hein, un animal qui souffre, mais il se trouve que pour des raisons parfois de hasard de la vie, mais aussi de goût prononcé pour la faune sauvage, on s'est plutôt orienté vers le soulagement de la détresse de la faune sauvage. Alors, un petit mot sur la fédération elle-même. Alors, je ne vais pas trop m'apesantir, mais pour que vous connaissiez quand même cette fédération qui aujourd'hui a pris sa place, elle est jeune, hein, donc elle est dans sa 4e année. Je la préside depuis le début et donc ça m'a permis de bien connaître effectivement les problèmes des centres et puis de me rendre compte que, oui, effectivement, il faut bien maintenant œuvrer à l'amélioration de ces conditions de travail. Donc, nous avons, je vous le disais, 26 centres répartis sur le territoire. Je pense que je vais passer la suivante tout de suite, voilà. Et bientôt 30 centres, donc une répartition assez large. Il faut savoir que les centres de soins, comme je vous le disais, c'est à peu près 2/3 des animaux recueillis en France, alors qu'on est donc qu'une trentaine. Ce sont quand même en moyenne plutôt des gros centres de soins. Bon, il y a déjà les centres de soins des 3 écoles vétérinaires. Tous les centres de soins de la LPO y sont, donc ils sont au nombre de 7. Et puis les gros centres régionaux, en règle générale, ont adhéré aussi au réseau. Voilà, ce qui explique que voilà, le nombre d'entrées qu'on peut avoir. Alors, l'esprit réseau, vous savez ce que c'est qu'une fédération. Dans une fédération, ensemble, il faut s'entendre sur le pourquoi de notre rassemblement. Nous, on s'est dit que isolé, on ne pèse pas, si ce n'est éventuellement localement, si on a un petit peu de ressources politiques. Mais en somme, moi, j'ai connu l'époque, donc il n'y a pas très longtemps, où chacun travaille chez soi parce qu'on est accaparé par le quotidien. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, ben non, mais on ne va pas avancer comme ça. On est tous dans la difficulté, donc il s'agit maintenant de se réunir pour être plus visible. Et de fait, ça a marché, hein. Donc, l'idée, c'est qu'on travaille en commun et pour le bien commun, et puis on évite de se fâcher. S'il y a des dissensions, on s'en explique, mais l'important, c'est l'intérêt commun. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde l'a bien compris, et c'est comme ça que ça marche et qu'on peut avancer. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu l'Union française des centres de soins. C'est une fédération qui a démarré il y a une trentaine d'années. Si on a voulu créer une autre association, c'est parce que l'esprit n'est pas très le même. En somme, la première fédération avait surtout pour but de contrôler en somme la qualité de ce qui se fait dans les centres de soins et la qualité sous d'un point de vue respect de la réglementation. Voilà.
Et nous, aujourd'hui, on s'est dit, mais ce qu'il faut, et vous le savez plus que tout le monde, c'est bien être identifié par les pouvoirs publics pour leur faire remonter un certain nombre d'informations sur ce qu'on fait chez nous et leur montrer l'intérêt qu'il y a à nous aider à survivre. On a aussi un souci d'amélioration de nos pratiques. Alors, on se rend compte, comme je vous l'ai un tout petit peu dit, hein, on se rend compte quand même qu'il y a peu de professionnels chez nous. Et ces professionnels sont en règle générale des gens qui sont formés sur le tas. Voilà. Donc, comme on est en somme des petits hôpitaux hospitaliers, hein, ça revient à ça, hein, des petits hôpitaux, pardon, animaliers, il faut augmenter en somme la qualité de nos interventions auprès des animaux. Donc, il faut se professionnaliser avec, sans doute encore beaucoup de bénévoles, mais des soigneurs aussi qui soient formés. Et c'est partie des missions qu'on va mettre en place. Donc, je vais y venir rapidement. Voilà. Là, vous avez cette diapositive-là, une idée des projets de création. Donc, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fleurit sur le centre du territoire. Tout le monde n'arrivera pas à créer ce centre de soins. Ma foi, on ne peut qu'encourager les gens, lorsqu'ils ont un bon projet, à le mener à bien, parce que une centaine de centres de soins sur le territoire français, c'est vraiment pas grand-chose, hein. Ça veut dire qu'on fait des dizaines de kilomètres pour arriver à un centre de soins, et parfois, c'est 100 ou 200 kilomètres. Alors, surtout, ce sur quoi on travaille, c'est, j'ai invoqué pas mal de fois, trouver des fonds et de façon pérenne. Donc, ça, c'est surtout en somme, auprès des pouvoirs publics. On peut dire que chaque centre de soins a sa politique de communication pour avoir des donateurs privés, très bien. Mais d'un autre côté, il faut vraiment que les pouvoirs publics assurent des fonds pérennes. Alors, il y a un enjeu aussi, quand je vous parle effectivement des données qu'on collecte, qui ont un intérêt sanitaire, qui ont un intérêt sur l'impact d'activité humaine sur l'animal sauvage. Tout le monde dans les centres de soins, enfin chacun dans les centres de soins a pris certaines habitudes. C'est-à-dire qu'en somme, on ne réunit pas tous les mêmes données. Donc, il est important au niveau des centres de soins d'avoir des bases de données remplies de la même façon afin qu'on puisse faire une centralisation nationale et puis ensuite faire remonter ça vers l'État et particulièrement, c'est noté là, vers l'OFB qui est très demandeuse de données sur la faune sauvage. Et d'ailleurs, l'OFB finance un projet sur ce point-là, sur la mise en place d'une base de données harmonisée auprès des centres de soins. Alors, je vous parlais de la professionnalisation dans les centres de soins et de ces soigneurs qui se formaient sur le tas. Eh bien, au niveau du réseau, on va mettre en place, ça devrait fonctionner début 2024, une formation soigneur. Voilà, ça permettra donc d'avoir des gens qui, en plus de l'expérience de terrain, vont aussi acquérir une formation théorique qui leur donnera des bases qui souvent leur manquent. Je pense à des bases sur la prise en charge sanitaire, un petit peu médicale des animaux, mais aussi parfois la réglementation qui pêche un petit peu, et puis tout ce qui concerne la maintenance de l'animal dans un centre. Donc, avoir des données théoriques nous permettant d'avoir un bon bagage, on peut dire biologique, un meilleur bagage en biologie qu'aujourd'hui. Et puis, on a un problème, hein, mais je sais que vous le partagez aussi, c'est la réglementation. La réglementation de nos activités n'est pas toujours très simple, elle est très exigeante et ce n'est pas toujours facile de s'y conformer. Notre réglementation de base, nous, c'est toujours l'arrêté de 92, donc ça fait 30 ans qu'on vit avec cet arrêté-là et il y a un certain nombre de choses dedans qu'il faudrait vraiment revoir, qui nous compliquent la vie aujourd'hui, pour autant qu'on ait, vous savez ce que c'est aussi, une administration un peu tatillonne, on est vite embarqué dans de gros soucis avec malheureusement une réglementation contre laquelle on peut s'opposer, mais qui n'est plus effectivement à la page. Voilà, donc discussion avec le ministère de l'Environnement aussi sur l'évolution de la réglementation dans les centres de soins. Ce qui est compliqué aussi chez nous, mais chez vous aussi, ça doit apparaître un peu comme ça. On a la tutelle donc, du ministère de l'Environnement et du ministère de l'Agriculture.
ce qui est assez compliqué parce que effectivement de la décentralisation, on a affaire à la DDPP, on a affaire à la DRIAL, on a à la DREAL, on a affaire à la DRIAT, voilà, avec des appellations un petit peu différentes selon les départements, mais ça fait quand même beaucoup d'administration à voir en parallèle et c'est pas trop facile à vivre. Mais ça, je pense que vous savez ce qu'il en est. Voilà, notre dernier message, hein, c'est changeons le modèle de prise en charge de la faune en détresse, en tout cas pour que le système perdure. Voilà. S'il y avait besoin, donc les coordonnées de la directrice du réseau, Manon Tissid. Manon Tissid a été pendant plusieurs années la responsable du centre capacitaire du grand centre de soins qui est à Audange, qui est celui de la LPO Aquitaine, donc sur le bassin d'Arcachon. Voilà pour cette première partie. Donc, dans la seconde partie, ce sont des aspects plus pratiques, hein, plus dans le quotidien. Et on peut déjà voir, effectivement, ici, si vous avez des interrogations sur les centres de soins en France. La question sur les vétérinaires, ils sont bénévoles, comme presque tout le monde, ou ils sont rémunérés à l'acte, comme c'est des indépendants, des libéraux. Oui, alors ça dépend donc de la clinique vétérinaire à laquelle le centre de soins va s'adresser. Souvent, le centre de soins trouve une clinique vétérinaire, disons, bien disposée. C'est-à-dire que ça peut être la totale gratuité. Au maximum, ce sera le coût des médicaments ou des radios. Voilà, mais la main-d'œuvre est gratuite. Oui. D'autres questions? Et au niveau du bénévolat, les gens se présentent, on va dire, tout azimut, quoi. Il peut y arriver n'importe qui, entre guillemets, seulement Oui. des gens intéressés, quoi. C'est tout. Mais on n'a pas de. Il n'y a pas de réseau spécialement pour les recruter. On peut avoir le voisin. Oui, le recrutement des bénévoles, c'est vraiment une politique locale du centre de soins, hein, tous les centres de soins aujourd'hui ont leurs réseaux sociaux, et c'est essentiellement en somme par l'information sur les réseaux sociaux qu'on fait le recrutement. Et en règle générale, on ne demande pas de prérequis, c'est-à-dire aucune formation. Donc, toute personne ayant de bonnes intentions vis-à-vis de la faune sauvage est accueillie. Alors ensuite, vous le verrez mieux dans le deuxième diaporama. Ensuite, compte tenu des circonstances et que le métier, enfin le travail n'est pas toujours facile et qu'il y a quand même beaucoup de souffrance animale, il y a des gens qui restent plus ou moins longtemps parce que tout le monde ne s'habitue pas ou ne se fait pas la souffrance. Donc, il y a forcément un tri parmi les bénévoles, ne serait-ce que de ce fait. Oui. Est-ce qu'il faut être majeur bénévole? Parce qu'il y a un âge minimum. Est-ce qu'il faut être majeur ou un mineur peut le faire avec l'autorisation des parents, par exemple? Alors, généralement, on demande à ce qu'il soit majeur. Mais disons que 16 ans, un centre de centre quand même accepte pour autant que les parents soient d'accord. Voilà. Mais on a, c'est vrai, en général, une certaine précaution vis-à-vis du bénévolat des mineurs. Jean-François, tu as levé la main. Oui, une petite question de curiosité. Lors de la mise en place de l'IFAP, est-ce que vous récupérez quelques écus de ça? Alors, nous, on n'a pas, disons, alors, la seule occasion en somme où on doit avoir, où on passe par l'IFAP, c'est lorsqu'un animal de chez nous, non relâchable, passe en parc animalier, par exemple. Oui, voilà. Sinon, nos animaux ne sont pas identifiés, sauf lorsqu'ils rentrent dans le circuit des parcs animaliers ou des parcs zoologiques. Mais vous ne récupérez pas au niveau des centres de soins un petit pécule de l'IFAP? Ah non, je n'ai pas compris la question. Non. Non, ben, il faudrait que le MTE vous en donne un petit peu quand même. C'est une question qu'on peut effectivement leur dire. Est-ce qu'on ne peut pas bénéficier aussi de cela? Oui, c'est vrai. Si tu veux t'en occuper, Jean-François. Michel Yano avait la main. Oui, donc. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit, mais excuse-moi. Après. Ça va aller? Vas-y, Michel.
Je veux dire que je travaille pour un centre de soins et Picardie Faune Sauvage Active. D'accord? Oui, Je suis en tant que capacitaire et en tant qu'adhérent et nous formons les bénévoles, pas au premier soin, mais à ce qu'il faut faire ou il ne faut pas faire lorsqu'ils récupèrent un animal. oui. C'est un minimum. Ouais. Oui, ça paraît un minimum. Et par exemple, il y a 15 jours, on a fait une formation, on est obligé d'arrêter les candidatures. On avait déjà 40 bénévoles qui étaient venus à la formation pour savoir quoi faire ou ne pas faire avec l'animal. Voilà. Oui, alors cette formation est indispensable. Alors, c'est une information qu'on essaie de faire passer, disons, au grand public. Hein. Déjà, vous trouvez un animal en détresse, quoi faire, mais ça, on va y revenir. Sur la formation des bénévoles, alors, évidemment, ce message-là passe. On a mis en place, nous, à Faune-Alpha, une formation qui permet d'avoir les bases avant de commencer à travailler avec les animaux. Oui. Donc, il y a en somme 2 journées de cours, ce qui permet effectivement aux gens, quand ils commencent à travailler sur les animaux, de ne pas tout découvrir. Voilà. Et d'éviter quelques erreurs en se testant sur les animaux. Oui, parce que par exemple, on a eu une personne qui a ramené un raton laveur qui avait été choqué par une voiture. Elle l'avait sur les genoux en train de le caresser. Ah. Et bon, heureusement qu'elle était choquée. Si elle n'avait pas été choquée, elle n'avait plus de main. Le lendemain, on n'approchait pas de la cage où était cette pauvre bête. Oui, oui, tout à fait. Nous, on a très peur des chevreuils ramassés après un choc d'un véhicule. Que généralement, effectivement, ils sont dans le coma. Sauf qu'on n'est jamais sûr qu'ils ne vont pas se réveiller dans la voiture. Voilà. Et à ce moment-là, vous savez ce que c'est. Un chevreuil, c'est incroyablement vigoureux. Dangereux. Et dangereux. Puissant, oui. Ouais. Oui. Voilà, donc je tenais à dire. Après, j'aurai d'autres questions. Oui. Dans le chat, il y a Sylvain Chartier, parce qu'il a un problème de micro, qui a écrit « Dans ma région, il habite à côté de Reims, je rencontre souvent des difficultés pour faire transporter les oiseaux vers un centre de soins. Les délais sont trop longs, bien souvent. » Ah oui. Oui, alors en règle générale, nous, le message qu'on passe aux gens qui nous contactent, c'est écoutez, on n'a pas les moyens, et c'est vrai, on n'a pas les moyens d'aller chercher les animaux, donc demandez une aide autour de vous pour se déplacer. Voilà. Alors, il y a des centres qui ont l'avantage d'avoir ce fameux réseau de rapatrieurs. En somme, souvent, c'est une poignée de bénévoles hein, qui, plutôt que de faire du soin, aiment bien finalement conduire, hein, en somme, et puis trouvent qu'il est intéressant de rendre service en étant simplement convoyeur. Voilà. Sauf que, voilà, ça dépend énormément de centres de soins qui ont un pool plus ou moins important et parfois nul de rapatrieurs ou de convoyeurs. Les distances vraiment entre centres de soins sont énormes. Hein. Oui. Et c'est vrai que faire 100 km, c'est habituel, c'est en tout cas assez fréquent. L'Île-de-France est une petite région d'un point de vue géographique. Beaucoup de gens prennent les transports en commun. Vous savez, quand on est à l'autre bout de l'Île-de-France, vous mettez facilement 1h30 pour apporter un animal, quoi. Je veux dire, c'est à peu près l'équivalent de ce que vous allez faire en province quand il y a 100 km de route à faire, quoi. De toute façon, voilà, c'est ça. Là, c'est l'un des gros problèmes. La densité de centres de soins est insuffisante et il faut souvent vraiment faire des gros déplacements. Alors, j'avais une question. Est-ce qu'il y a parmi les bénévoles des gens qui pourraient travailler, mais déportés, c'est-à-dire chez eux, soit pour recevoir les coups de fil et orienter les gens et même leur dire les bases, vous faites comme ci, vous faites comme ça, par rapport à l'animal blessé, ou alors c'est toujours le centre qui concentre tout le monde au centre? Alors, on peut tout à fait imaginer que les médiateurs, donc ce que vous évoquez, soient en télétravail. Oui. Donc, oui. Il est tout à fait possible d'avoir des gens qui informent, qui renseignent depuis chez eux. Voilà, ça, oui. C'est une des possibilités que la technique nous offre maintenant. Par contre, tout ce qui est soins, c'est forcément effectivement le centre qui est le seul lieu agréé. Mais tout à fait, voilà, la médiation peut se faire à distance et
certains centres de soins ont mis ça en place. Effectivement, les gens travaillent depuis chez eux. Et ça, c'est une bonne formule. Oui, parce que vous avez plus souvent des contacts avec les gens de votre petite ville ou petit village qui enfin, pour nous, comme on est dans les clubs d'oiseaux, moi j'ai déjà dit aux pompiers et à tout le monde, s'il y a un problème d'oiseau, vous m'appelez, qu'il soit sauvage ou domestique, vous m'appelez et après on verra. Et soit on replace un oiseau qui a été échappé et quand c'est un blessé, soit la personne dit ok, je vais au centre en Camargue ou du côté d'Apt à Buoux. Moi j'habite à Avignon, hein, et à côté et soit les gens disent ok, je le fais, j'y vais. Puis soit ils me disent non, moi j'ai pas envie d'y aller, c'est trop loin ou ceci ou cela, j'ai pas le temps. Et quelquefois j'ai fait une fois le transport. Je l'ai fait qu'une fois. Les autres fois, ça s'est toujours bien arrangé. Oui. C'était un oiseau blessé, hein, donc on n'avait pas le choix. Un rapace qui s'était cassé l'aile. Ah oui, c'est ça. On n'avait pas le choix, quoi. Il fallait tout de suite le porter. Mais c'est là que, disons que la personne qui a la médiation est en médiation a une importance, à l'importance. Nous, on se rend compte que la majorité des gens qui disent non, je ne peux pas me déplacer, quand on leur a dit, écoutez, nous, on ne peut pas le faire, on n'a pas les moyens, la plupart du temps, ils trouvent dans leur entourage quelqu'un qui peut le faire. Voilà. Il y a souvent ce réflexe de commodité en disant non, je ne peux pas me déplacer, venez le chercher. Et puis finalement, en cherchant bien, ils trouvent souvent quelqu'un dans leur entourage qui peut le faire. Et puis ensuite, il y a quelquefois, non, il n'y a aucune solution. Oui, et c'est vrai que c'est loin. Hein. C'est loin. Oui, c'est vraiment beaucoup de déplacements. Pour ceux que je connais, nous, c'est Buoux à côté d'Apt. Et puis Pont-de-Go en Camargue, hein, le refuge de Pont-de-Go, hein, c'est les deux. Alors, je ne sais pas s'ils sont adhérents à votre fédération, mais c'est les deux du quartier. Oui. Je ne connais pas. Avant, il y avait un particulier qui le faisait depuis longue date. Hein. Mais déjà, la personne est trop vieille, donc je crois qu'elle a arrêté. Et au bout d'un moment, elle était hors la loi. Hein. Oui. Elle a été embêtée par les réglementations, alors qu'elle était très efficace, on va dire. Hein. Elle avait du matériel, elle savait faire, elle avait des vétérinaires autour d'elle, elle avait fait son petit réseau sans être en pur bénévolat, quoi, on va dire. D'accord, sans avoir déposé de dossier, quoi. Oui, c'est ça. Mais malheureusement, elle s'est retrouvée avec les arrêtés qui lui ont sauté. Enfin, l'administration qui a dit vous ne pouvez pas continuer. Oui, ça finit toujours comme ça. C'est malheureux. Hein. Oui, alors il faudrait que ces gens-là se mettent dans les règles. Enfin, vous savez ce que c'est hein, à un moment donné. Mais bon, c'est des dossiers qui sont lourds quand même à mettre en place et tout le monde n'a pas envie de scoltiner un dossier d'ouverture de capacité. Non. Déjà, ça, c'est oui. Voilà, donc je vous ai parlé d'association tout à l'heure. Et là, on va voir en somme quelques aspects concrets d'un centre de soins. Alors, ce que vous allez voir ici, ça correspond en somme à ce qui se passe dans les grands centres de soins. Il y a trois grands centres de soins, à part le nôtre. Il y a celui de l'Hirondelle qui est dans la région lyonnaise, et puis celui de la LP Aquitaine, donc, qui est à Audange, hein, dont j'ai déjà parlé, qui est près de Bordeaux. Et on voit bien que l'activité de ces trois centres de soins est très, très marquée par la très grosse agglomération qui est proche. Voilà, et qui l'alimente majoritairement en animaux. Alors, les trois missions qui sont données ici, ce sont trois missions qui sont classiques dans les centres de soins, en tout cas notamment dans les grands centres de soins, soigner, former, informer. Pour nous, c'est notre ligne statutaire. Alors, soigner, bon, c'est une évidence, hein, mais enfin, on l'affiche quand même forcément. Et vous voyez qu'on a une équipe de soigneurs, tout compris, hein, voilà, étudiants, stagiaires, bénévoles, d'environ 500 personnes par an, avec donc une rotation régulière de bénévoles, notamment les bénévoles intermittents. Mais il faut à peu près ce nombre de personnes, donc c'est un recrutement permanent pour assurer notamment ce que vous verrez à la haute saison, donc printemps-été, où là, c'est l'affluence tous les jours. Alors, former, donc je l'ai évoqué aussi déjà, hein, puisque le centre s'est créé en école vétérinaire, ça paraissait évident qu'il y a une action de formation particulière. Donc, la formation s'adresse, voyez-vous, à une centaine d'étudiants vétérinaires chaque année. L'idée était en somme qu'il y ait un minimum d'étudiants vétérinaires qui soient formés
à la prise en charge de la faune sauvage pour que dans les cliniques vétérinaires, les gens aient un peu plus de chance d'avoir des vétérinaires compétents sur la prise en charge de première instance. Étant entendu que j'ai suffisamment entendu dans ma carrière des gens qui disaient « j'ai recueilli un animal sauvage, je l'ai amené à mon vétérinaire, il ne savait pas y faire, ou il a refusé de le prendre ». Bon, l'idée, c'était qu'il y ait plus de cliniques vétérinaires avec au moins un vétérinaire qui sache s'occuper de la faune sauvage. Bon, c'est quand même assez particulier. Alors, j'évoquais l'aspect des oiseaux, notamment les vétérinaires ne connaissent pas, alors c'est malheureux pour vous, connaissent pas majoritairement rien l'oiseau, sauf ceux qui y sont intéressés vraiment et qui souvent se sont formés après leurs études en école vétérinaire sur l'oiseau. Et informer, bon, bah, ça c'est une tâche normale pour une association de protection de la nature, c'est informer le public. Alors nous, on a un angle en somme d'attaque, si on peut dire, du grand public, qui est c'est l'animal en détresse. Donc, on ne s'occupe pas de l'environnement, etc. C'est l'animal sauvage lorsqu'il est en péril. Voilà, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on peut facilement passer un message de vulnérabilité de la faune sauvage. Ça, tout le monde le comprend très bien. Alors, rapidement, faire connaissance avec nos deux centres. Alors, historiquement, notre centre était dans l'école vétérinaire. C'est là que ça s'est créé. Et puis, l'école vétérinaire a beaucoup d'activités, enfin, beaucoup de rénovations immobilières depuis quelques années. Et en somme, l'espace qu'occupaient nos volières, il a été pris pour construire un bâtiment. Précisément, c'est le siège social de l'ONF maintenant. Et donc, il a fallu, il y a 3 ans, déménager toutes nos volières qui prenaient un peu de place. Et on les a déménagées donc, dans le sud du Val-de-Marne. Donc, en somme, on a maintenant 2 centres qui sont complémentaires. Donc, le centre hospitalier universitaire vétérinaire faune sauvage, qui est un service clinique de l'école Véto et qui fait la partie médicale. Et puis, le CERF, Centre de soins d'élevage et de réhabilitation de la faune sauvage, qui fait la partie préparation, relâché, réhabilitation. Et puis, l'essentiel de l'élevage des juvéniles. Voilà. Alors, ce centre hospitalier vétérinaire, c'est donc un service clinique de l'école vétérinaire. Faunalfort fonctionne en partenariat ensemble avec l'école vétérinaire aujourd'hui et dans le cadre d'une convention. Donc, chacun apporte dans la corbeille ce qu'il peut apporter. On peut dire qu'en gros, en simplifiant, c'est un partenariat où l'école vétérinaire loge le centre de soins, comme tous les services cliniques de l'école, et apporte la main-d'œuvre vétérinaire. Et puis, Faunalfort apporte tout ce qui fait fonctionner, donc apporte la main-d'œuvre salariée soigneur, et puis achète le matériel, l'alimentation, etc. Voilà. Donc, c'est à peu près équilibré dans ce partenariat. Alors, on a l'avantage d'être dans une école vétérinaire, donc quand il y a des cas un peu embêtants, on trouve toujours un collègue spécialisé qui va pouvoir intervenir et nous dire en particulier ce qu'a tel ou tel animal. Et puis le centre donc, de réhabilitation, lui, qui est plus récent, donc il a commencé il y a 3 ans et on n'a pas fini de construire les volières encore. C'est à peu près sur un demi-hectare qui se trouve dans la pépinière départementale du Val-de-Marne. Et c'est donc avec le département du Val-de-Marne qu'on a une convention d'occupation des lieux à titre gracieux et sur lesquels on a pu monter, voyez-vous, le type de volière. Alors, ce sont des volières très classiques, à savoir que ce sont pratiquement dans tous les centres de soins des armatures de serre. Et puis, au lieu d'avoir des bâches plastiques sur les armatures, on a des filets et des brise-vues. Alors, le brise-vue est important. Pendant la phase de réhabilitation, ce qui compte, c'est que l'animal voit le moins possible d'humains. Parce qu'il a été quand même, disons, pris en charge par des humains dans sa phase hospitalière. C'est donc un stress permanent. Vous savez bien, ces animaux, finalement, ils sentent l'humain, ils ne manifestent pas forcément beaucoup leur stress et leur mal-être, mais on sait qu'il y a chroniquement un stress. Et le stress est toujours mauvais, effectivement, pour l'état physiologique de l'animal. Et en réhabilitation, donc c'est l'éloignement de l'humain, c'est un grand espace où il peut se mouvoir et récupérer. Et puis, c'est si possible, disons, un aménagement intérieur propre à chaque espèce. Donc, nous, on maintient la végétation au naturel, on a fait quelques plantations,
Et puis voilà, tous les équipements en matière de perchoir aérienne sont adaptés aux différentes espèces. Alors, je ne vous ai pas mis ici le plan d'installation, mais succinctement, nos plus grandes volières font actuellement 30 mètres de long sur 8 de large, et ça fait 3,50 m de haut. Ça permet d'avoir, disons, assez confortablement des espèces comme la buse. Mais c'est déjà limite pour une buse. Bon, ça n'a pas un vol extrêmement exigeant, mais pour des grands faucons, par contre, les faucons pèlerins, on ne les garde pas, par exemple, hein, on ne réhabilite pas dans nos volières. Pour une cigogne, c'est un petit peu juste aussi. Pour un héron, ça va, voyez-vous, c'est ça. Et puis, on a aussi des volières qui ont des bassins pour les espèces qui ont absolument besoin d'eau, sont les anatidés et les laridés. Voilà, ce sont les deux groupes d'espèces pour lesquels on a absolument besoin de fournir des bassins. Alors, le relâcher des animaux se fait en partie sur le site de la pépinière. Hein. La pépinière, c'est un espace naturel sensible qui fait à peu près 7 ou 8 hectares dans une zone sud du Val-de-Marne, donc pas mal rurale déjà, et ça permet de libérer sur place ou à proximité, à quelques kilomètres de là, la grande majorité de nos espèces. Voilà, ça va falloir leur imposer des déplacements trop importants. Alors, un petit point sur notre activité, c'est là qu'il y a donc le démarrage de la vidéo. Tout en plein écran, si tu veux. Quel est le parcours de l'animal qui est apporté ici en centre de soins Faune Alfort? Voilà, c'est notre directrice. L'école vétérinaire de Maison Alfort, juste au sein même de l'école vétérinaire, puisque Faune Alfort a un partenariat avec l'école qui gracieusement loge l'association Faune Alfort et son centre de soins. Donc voici nos locaux, on va vous les présenter, on va vous présenter toutes les pièces et vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ici, les animaux sont donc mis un peu en salle d'attente, donc ils sont là. Donc là, on a une grive et là, on a un faucon qui attend et là, ça peut être des hérissons. Et c'est ici qu'ils sont auscultés. Donc la toute première auscultation. C'est ici où on voit ce qu'ils ont, ce qu'il faut faire, etc. Et s'ils sont vraiment pas en forme, il y a une salle qu'on va dire de réanimation où on met les animaux sous oxygène. On est en train de le faire, Véronica, pour les animaux en grande faiblesse. Donc là, c'est une pièce plutôt calme et c'est ici qu'on les met en oxygénation et en soins intensifs. Et ensuite, suivant ce qu'a l'animal, il va rentrer en hospitalisation. Donc, il va soit en salle mammifère, soit en salle oiseau. Bonjour. Bonjour. Écoute, celui qui crie le plus fort, c'est là. Non. Voilà, tout petit. On a aussi la grande hospie pour les gros animaux et on a une salle aussi pour les rapaces, mais c'est aussi pour les animaux très sensibles au stress. On a des personnalités, on a des animaux qui sont plus sensibles, donc on va les isoler au maximum pour qu'ils soient vraiment tranquilles. Une fois que les animaux ont été soignés à notre centre de soins de l'école vétérinaire, les animaux sont transférés ici au CEF, centre de soins d'élevage et de réhabilitation pour la faune sauvage. Donc, ils vont réapprendre à voler, ils vont se remuscler, ils vont faire de la cardio, ils vont s'acclimater à leur environnement. Et une fois qu'ils sont prêts, ils sont remis en liberté. Nous profitons d'un espace de 2000 m² grâce au département du Val-de-Marne qui nous a offert gentiment ce terrain-là. Alors, il y a différents types de volières. Vous avez par exemple les volières avec les bassins pour les oiseaux d'eau. Donc, on va aller les voir tout de suite. Ensuite, on a des volières adaptées. Ces volières sont arborées, végétalisées. Voilà, ça nous permet de voir, en plus, quand c'est des volières en longueur comme celle-ci, ça nous permet vraiment de vérifier que l'oiseau a bien repris son vol, son équilibre, ses capacités à enchaîner les virages, enfin, à être prêt pour pouvoir voler librement.
Les volières sont vraiment occultées. On fait en sorte que l'animal voit le moins souvent possible l'humain, puisqu'ici, ils doivent vraiment se détacher de l'humain, surtout pour les petits juvéniles qu'on a élevés, qui réapprennent la peur de l'humain. Alors là, c'est une très grande volière. Donc ça, c'est des volières essentiellement pour les rapaces, donc, qui sont des gros oiseaux qui ont besoin de beaucoup plus d'espace pour voler. Plus la volière est longue, plus ça leur permet une rééducation plus rapide, puisque les longueurs pour voler sont bien plus grandes. Donc ça leur permet de se rééduquer, de se remuscler plus rapidement. Ensuite, on va arriver à la partie mammifère. Ce sont des enclos comme celui-ci. Donc là, actuellement, il n'y a personne. Ce sont des enclos faits spécifiquement pour les marcassins ou les cervidés. Donc voilà, c'est des enclos beaucoup plus solides que les volières. Un marcassin, même, prennent vite de la force. Et là, je vais parler doucement, puisqu'on a l'enclos à renard. Donc, une fois qu'ils sont en forme, ils vont dans un autre enclos de 800 mètres carrés, ce qui va nous permettre de faire du relâché taquet. On va ouvrir l'enclos sur l'extérieur. Donc, les animaux peuvent faire des allers-retours comme ils le souhaitent. Et pendant un mois, on continue à les nourrir pour qu'ils aient une sécurité alimentaire au cas où ça sera encore compliqué pour eux de chasser au tout début. Donc, voilà. Et après, au fur et à mesure, on constate qu'ils prennent leur émancipation et ils prennent leur liberté et ils vont conquérir leur territoire un peu plus loin. Ouais, parce que... Là, celle qui est présentée, c'est Céline Grisot, qui est notre directrice depuis 2 ans. Et elle parlait de 2000 mètres carrés. Bon, depuis, on a une nouvelle convention qui a augmenté la surface, qui a plus que doublé la surface. Hein. Donc, je vais vous parler d'un demi-hectare à peu près pour nos installations. Il faut ça. Hein. Donc, au total, actuellement, on a donc 16, 17. On a 17 volières ou enclos, plus une batterie de 20 petites volières. Voilà. Voilà. Et on construit encore parce que pour les 7000 animaux, bon, il faut ça. Il faut ça. Mais enfin, on ne relâche pas 7000 animaux comme vous allez le voir. Hein. Non. Alors voilà, je reviens sur le séjour type des animaux. Donc vous voyez bien là, oui. Oui, je l'ai un peu évoqué. Tout se joue, enfin une bonne partie de la chose se joue à la prise en charge. C'est là qu'il est intéressant d'avoir un vétérinaire expérimenté ou, disons, un soigneur très expérimenté, parce que en somme, bon, la diagnose d'espèce, c'est pas compliqué, mais il faut rapidement, disons, savoir diagnostiquer qu'est-ce qu'un animal et est-ce que c'est grave, est-ce que c'est guérissable, est-ce que ça empêchera le relâcher. Tout ça, en somme, c'est une prévision qu'il faut faire le plus tôt possible. Alors, il y a l'animal qui est perdu et qu'on va donc euthanasier parce qu'on sait qu'on ne pourra rien y faire et ce qui importe, c'est d'abréger les souffrances de l'animal. Voilà, ce qui fait qu'on fait passer, enfin, nous, on essaie de faire comprendre aux gens que l'euthanasie est aussi un acte positif, dans la mesure où l'animal souffre et c'est bien de pouvoir abréger les souffrances le plus tôt possible. Il y a ensuite une situation plus délicate, c'est l'animal, donc on saurait, grâce à la médecine actuelle, le guérir, sauf qu'il finira handicapé et non relâchable. Et là, je veux dire, un individu qui finirait handicapé et non relâchable, c'est aussi l'euthanasie.
on ne va pas lui faire tout le parcours de soins en pure perte pour se rendre compte à la fin qu'on a fait un handicapé. Alors, il y a quelques exceptions, il y a quelques handicapés qu'on peut replacer en parc animalier, mais en fait, c'est rare. Hein, c'est très rare parce que les espèces européennes ne sont pas vraiment recherchées par les parcs animaliers. Donc, on est amené assez souvent à euthanasier un animal simplement parce qu'il ne serait pas relâchable. Voilà. Mais ça, c'est l'expérience de celui qui va faire le diagnostic et le pronostic de relâcher qui joue et qui fait toute la différence avec quelqu'un qui ne saura pas, qui ne connaîtra pas suffisamment le métier et qui va, disons, entraîner des soins sur un animal qui finalement finira handicapé. Donc, lorsque l'animal est assuré soignable, il passe dans une phase d'hospitalisation classique. Et cette phase d'hospitalisation, elle vaut pour tous les animaux malades, blessés, mais n'oublions pas, vous allez voir dans un instant, qu'il y a énormément donc, de jeunes orphelins, donc des juvéniles à élever. C'est une des grosses parts du travail en centre de soins à la belle saison que d'élever les juvéniles. Et donc, les soins, en somme, j'insiste toujours là-dessus, moi, en tant que zootechnicien, les soins ne sont pas que des soins médicaux, c'est aussi beaucoup de soins d'élevage. Et ça, vous savez effectivement qu'on passe beaucoup plus de temps en soins d'élevage quand il y a des animaux même à soigner qu'en soins médicaux. Et puis, il y a cette fameuse phase de réhabilitation dont on a déjà pas mal parlé. Alors, le pourquoi des accueils, voilà, c'est quelque chose qui ressemble à peu près à ce qui se passe dans les autres centres de soins, ou en tout cas les gros centres de soins. Alors, il y a beaucoup de traumatologie, choc véhicule, choc objet fixe. Les pourcentages sont sous-estimés ici parce que lorsqu'on n'a pas de certitude sur la cause d'entrée de l'animal, on le met en indéterminé. Par exemple, vous trouvez une chouette au bord de la route avec des fractures qui peuvent relever d'un choc véhicule, vous mettez un choc véhicule. Si l'animal est trouvé à 50 mètres de la route, avec des chocs avec des fractures qui peuvent évoquer, hein, vous le mettez en indéterminé par honnêteté intellectuelle. Voilà. Donc, moi, je considère que c'est à peu près plutôt 20% d'animaux qui relèvent d'un choc et donc d'un traumatisme souvent, malheureusement, grave. Les chocs objets fixes sont extrêmement variés. Hein. C'est peut-être un poteau, une baie vitrée, ça peut être aussi un arbre, hein, parce que parfois, les animaux, lorsqu'ils volent notamment très vite, ne se rendent pas compte qu'il y a un arbre en face d'eux. Et puis, il y a les prédateurs. Alors, dans les prédateurs, on en parle beaucoup. Le premier des prédateurs, c'est le chat domestique. Hein. Malheureusement, d'où effectivement beaucoup de messages qui passent de la part de centres de soins, notamment aussi de la LPO. Vous avez un chat qui est chasseur, ben, écoutez, il y a un certain nombre de précautions à prendre pour éviter qu'il ne fasse trop de dégâts dans la petite faune. Voilà, ça commence par des précautions sur le chat lui-même, avec des éléments qui permettent d'avertir les proies potentielles. Et puis, oui, oui, il y a des chats partout. Hein. Et puis aussi les postes de nourrissage. C'est vrai que quand on nourrit en hiver, bah, il faut faire aussi une mise en place du poste de nourrissage qui évite de faciliter la tâche au chat. Sinon, les maladies sont très variées, bien sûr, mais il y a beaucoup de maladies parasitaires. Alors, en tant qu'humain, dans la médecine humaine, on ne s'occupe plus beaucoup des parasites, mais en médecine vétérinaire, et notamment de la faune sauvage, le parasitisme est parfois un fléau. Je pense notamment au hérisson, hein, le hérisson de ce côté-là, entre la gale, la teigne, les vers pulmonaires. Dieu sait s'il a des problèmes de parasitisme. Et puis, il y a des choses curieuses, comme voyez-vous, piéger lui-même. Alors, piéger lui-même, il y a un classique qui n'est pas fréquent, mais qui est assez bien connu, hein, c'est la chouette qui tombe dans les conduits de cheminée. Donc ça, c'est l'affaire des pompiers. Et puis, en région parisienne, alors peut-être bien que dans les grandes villes, c'est un peu la même chose, il y a tous ces pigeons qui vont se retrouver amputés d'un doigt, parfois un peu plus, parce qu'il y a un cheveu ou il y a un fil plastique qui sont enroulés autour du doigt qui a créé une grande graine sèche. Et donc, l'animal, parfois, effectivement, se débarrasse de l'extrémité du doigt tout seul. Et puis, parfois, ben, ça ne va plus et ça s'infecte et puis on nous l'amène. Voilà, c'est ça qu'on appelle piéger lui-même. Il y a un petit nombre de saisies. Alors, il y a une recrudescence, malheureusement, depuis 1 an ou 2 chez nous,
Vous connaissez le trafic des chardonnerets, évidemment. Donc, on a régulièrement maintenant l'OFB qui nous apporte des chardonnerets saisis à réhabiliter et à relâcher. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a quelques années, ça n'arrivait pas souvent. Alors, peut-être que l'OFB fait un plus gros effort maintenant. Toujours est-il qu'on en a nettement plus, comme ça, en dépôt. Et puis, vous voyez la part des juvéniles. Donc, mettons que c'est un tiers de juvéniles parmi nos accueils. Si on prend la période de reproduction, donc printemps, début d'été, c'est les 2 tiers des accueils. Donc, il y a vraiment une très, très grosse activité d'élevage, bien entendu. Voilà, le devenir des animaux au-delà de 24 heures, ça oscille autour de 60% hein, selon les années. Alors, pourquoi mettre entre 24 heures? Parce que dans les 24 premières heures, en somme, il y a beaucoup d'animaux qui meurent, quoi qu'on fasse. Et puis aussi toutes les euthanasies qu'on décide parce que l'animal est ou perdu ou non relâchable. Et ça représente, si vous voulez, quelque chose comme 1 tiers des accueils. Hein. Cette perte d'animaux pendant les 24 premières heures. C'est énorme. Et compte tenu de la gravité des blessures, c'est pas tellement étonnant. Donc, on sort des statistiques, nous, en somme, pour tous les animaux qui ont été traités. Voilà. Et on arrive à une centaine de pourcents d'animaux qui sont relâchés. Et vous voyez qu'il y a encore malheureusement beaucoup d'euthanasie en soins. Au bout d'un certain temps, quand on voit que le médicament ne marche pas, on n'insiste pas, hein, ce n'est pas la peine. Et puis malgré tout, il y a aussi encore des morts. Donc ce qu'on dit à nos bénévoles, sachez que tous les jours, vous verrez d'animaux morts. Voilà, quand vous prendrez votre travail le matin, et que vous vous occuperez des différentes boîtes, hein, vous avez vu qu'on met les oiseaux en boîte hein, pour la plupart, quand vous ouvrirez les boîtes, vous verrez qu'il y a des morts. Voilà, et ça il faut qu'il s'y fasse. Il faut qu'il l'accepte en sachant que ce principal, c'est de faire tout ce qu'on peut pour tirer le maximum d'animaux d'affaires, mais qu'on ne peut pas tout. L'origine géographique, donc cela c'est le cas particulier hein, de l'Île-de-France, mais ça met en évidence en somme que c'est la proximité qui joue le plus. Donc les 2 grands centres de soins, celui d'Audange et celui de l'Hirondelle, ils sont vraiment très abondamment alimentés par la grosse agglomération voisine. Donc nous, à proximité, c'est Paris, le Val-de-Marne aussi. Donc des zones très fortement urbanisées. Il ne faut jamais oublier que plus la densité humaine est forte et plus il y a de ramassage d'animaux en détresse. Hein, donc les arrivées, elles dépendent essentiellement de la densité d'humains qui peuvent ramasser les animaux. Et puis voilà, ceux qui sont à l'opposé du Val-de-Marne, c'est-à-dire notamment Val d'Oise ou Yvelines, les animaux qui sont blessés dans ces zones-là, ils ont moins de chance parce qu'il y a quand même beaucoup moins d'apports. Parce que voilà, traverser l'Île-de-France, c'est comme faire 150 km en campagne, ça prend du temps. J'ai déjà évoqué, hein, les particuliers sont à l'origine de la plupart des arrivées. Voilà. Les pompiers, alors tous les départements n'ont pas une équipe de capture animalière, c'est plus dans les grosses agglomérations. C'est important parce que ce sont des pompiers, des équipes qui sont spécialisées dans la capture d'animaux, qu'ils soient domestiques, exotiques ou des animaux de chez nous, mais un peu dangereux. C'est précieux parce que sinon les particuliers ne les ramasseraient pas. Voilà un exemple d'évolution pour ce qui nous concerne. Donc 2014, c'est le début de l'association. Alors pour repère, les choses ont quand même pas mal changé parce qu'en 2000, on accueillait à peu près 250 animaux. En 2010, c'était à peu près 1000 animaux. Et vous voyez vraiment, et c'est partout pareil en France, il y a une accélération des accueils, de l'augmentation annuelle des accueils. Et donc ça, il faut y faire face. Et puis vous voyez la disparité, hein, chez nous, il y a vraiment deux moitiés d'année. Donc la période, en gros, automne-hiver, et puis la période où l'activité est multipliée par 5 ou 6. Et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir un maximum de personnes qui sont disponibles pour assurer les soins. Là, chez nous, voyez-vous, si on prend mai, juin, juillet, août, c'est plus de 1000 animaux par mois. Donc, ça fait quand même pas mal d'animaux tous les jours. Et puis, il y a les accueils tous les jours. Puis, il faut penser aussi qu'il y a les animaux qui sont hospitalisés. Si vous voulez, donc, sur nos 2 centres, hein, on peut monter jusqu'à près d'1 millier d'animaux à s'occuper chaque jour
entre ceux qui sont en hospitalisation, ceux qui sont en élevage et puis ceux qui arrivent. La proportion pour les centres multi-espèces, 20% de mammifères, 80% d'oiseaux, est assez classique. Et parmi les mammifères, ben, l'illustration vous l'indique, hein, c'est pratiquement 90% de hérissons. Alors, d'autant plus quand on est près des villes, que vous savez, aujourd'hui, le hérisson, il y en a plus dans les zones périurbaines qu'en pleine campagne. Voilà, les zones périurbaines s'avèrent, c'est un peu malheureux quand même, hein, les derniers refuges pour les hérissons. La densité de hérissons en campagne est vraiment aujourd'hui extrêmement faible. Et puis j'en termine avec les espèces qu'on accueille le plus souvent. Alors évidemment, c'est sans surprise, hein, et c'est pareil dans les deux autres grands centres, hein, c'est vraiment des espèces classiques urbaines, hein, espaces verts, mais aussi zones densément urbanisées. Donc on retrouve toutes les espèces, notamment avec des dominantes de passereaux, de corvidés, et puis de colombidés, bien sûr de colombidés. Alors les centres vraiment ruraux, eux, ont des proportions de rapaces nettement plus élevées. Nous, les rapaces arrivent au-dessus de la 15e place, quoi, hein. Pour les rapaces plus fréquents qui sont chez nous, le cresserelle et la hulotte. Moyennant quoi, on observe quand même des espèces qui sont patrimoniales. Alors, le hérisson, bien sûr, c'est une espèce qu'on considère maintenant comme patrimoniale parce qu'en péril. Et puis le martinet. Alors, je ne sais pas pourquoi, depuis 2 ans, on accueille moins de martinets qu'auparavant. Auparavant, le martinet était en 2e ou 3e position. Vous connaissez le cycle de reproduction du martinet, hein, et notamment son cycle de nidification. Les canicules sont terribles, et donc énormément de jeunes, pour éviter la surchauffe sous les toits, sautent dans le vide pour éviter de cuire, hein. Et dans ces cas-là, effectivement, il y a un très, très grand nombre de martinets qui arrivent, donc c'est fin juin, début juillet en particulier. Et c'est une espèce qui, malheureusement, donc, régresse, notamment, bon, défaut d'insectes et puis défaut de site de nidification. Donc, lorsqu'on voit les accueils moins nombreux en centre de soins, ben, on s'inquiète pour cette espèce-là, comme on s'inquiète pour les hirondelles en particulier, comme on s'inquiète aussi pour tous les petits insectivores aussi. Sinon, dans les centres multi-espèces, vous avez vu sur la diapositive d'avant, hein, le nombre d'espèces accueillies est quand même important, hein. Alors, parfois, c'est une seule espèce, mais c'est là qu'on se rend compte, malgré tout, que dans une région comme la nôtre, l'Île-de-France, qui est très urbanisée, il y a malgré tout quand même encore une grande diversité d'espèces. Et c'est ça qui est encourageant, en se disant qu'il y a les ressources qui sont là. Ce qu'il faudrait, c'est changer quand même nos pratiques vis-à-vis de l'environnement pour qu'il soit un peu plus accueillant. Mais les espèces sont encore là, elles sont prêtes à reconquérir les espaces. C'est ce qu'on peut espérer pour l'avenir. Voilà. Et je vous remercie donc pour votre attention. C'était un plaisir de vous parler de ce sujet. Je suis à votre disposition pour les questions. Alors, il y a eu une question. Ouvrir la file d'attente. Je crois que c'est Michel. Oui. Vas-y, Michel. Oui, je veux savoir comment vous gériez les marcassins. Parce que la réglementation actuelle fait qu'on ne peut pas, par rapport à la prolifération des sangliers. Eh bien, jusqu'alors, ça ne se passait pas trop mal. On avait quelques-uns par an, on les élevait et puis on les relâchait. Et puis là, dernièrement, on a eu un petit problème avec l'ONF qui gérait la forêt dans laquelle on relâchait nos marcassins et qui nous a dit que c'était terminé. Donc, on n'accueille plus les marcassins. Et c'est un problème qui se pose dans très nombreux centres de soins. Les marcassins, effectivement, sont de moins en moins accueillis. Il faut ensemble avoir une zone où on puisse les relâcher en toute quiétude, et ça, c'est difficile à trouver. Donc, chez nous, en ce moment, on est en train de chercher, parce que le problème récent, on est en train de chercher des sites
où on pourrait relâcher les marcassins. Oui, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des centres de soins qui les euthanasiaient lorsqu'ils les avaient. Parce qu'ils ne peuvent pas Oui, les élever et les relâcher. ben c'est là que la médiation est importante, parce qu'en somme, lorsqu'on reçoit un appel de quelqu'un qui dit j'ai trouvé un marcassin, est-ce que je peux vous l'apporter? Si on ne peut pas le prendre en charge, l'idéal, il n'y a pas de bonne solution, hein. Mais c'est que la Oui. personne, un peu comme pour les faons, remette l'animal. Sauf que le faon, on est quasiment sûr que s'il est replacé rapidement, la mère va le reprendre. Pour le marcassin, c'est beaucoup moins sûr. Voilà. Ce qui fait qu'un jeune marcassin qui arrive alors qu'on ne peut pas le relâcher, oui, l'euthanasie peut tout à fait être pratiquée, hein. Ça paraît être la moins mauvaise solution, mais de toute façon, il n'y en a pas d'autre. Je vous C'est remercie. malheureux parce que c'est vraiment une opération difficile à réaliser sur un jeune animal en bonne santé. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on connaît aussi avec les faons mâles. C'est pour ça vraiment que remplacer les faons, c'est extrêmement important. Les faons mâles qui présentent des risques s'ils se familiarisent et après ils deviennent effectivement dangereux, perdent de la crainte de l'humain. Oui. Les faons mâles, ils sont en général euthanasiés quand on ne peut pas les remettre en place suffisamment rapidement. Ok. Je vous remercie. C'est dur comme situation. Oui, merci. Stéphane, Alors, moi, près de chez moi, j'ai le chêne Halloween. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, Donc, je suis un peu bénévole là-bas. Donc, je connais très bien le directeur. Donc, voilà. oui. Voilà. Ah, c'est bien, je Non, vois c'est qu'il y a bien des gens sympa, hein. chez vous qui participent au centre de soins, c'est bien. Donc, voilà. C'est bien sympa. Bah, d'autant que vous avez des compétences dans le domaine de l'élevage des animaux et de leur maintenance qui sont précieuses au centre de soins, hein. Ça, c'est clair. Oui, moi, c'est très intéressant. Dans votre revue, sachez que je la lis, je la reçois, je la lis. Et je suis très intéressé par les articles sur l'élevage des différentes espèces. C'est d'ailleurs, en vous écoutant, moi je me disais, mais tous les clubs devraient avoir le contact avec le centre le plus proche, au moins pour donner des aides, ou même quelquefois faire de la médiation, hein. Parce que souvent, on peut aider les gens avant même qu'ils aillent. Il n'y a pas de soins à donner, quoi. Ils n'auraient pas dû toucher l'oiseau. Il faut le relâcher. Et donc, bon, ah oui, mais il y avait un chat, oui, d'accord, mais il faut le relâcher ailleurs. S'il est autonome, il va s'en sortir. Bon. Et s'il ne l'est pas, évidemment, c'est difficile. Mais là, le réseau que nous, on forme serait formidable en complément, hein. Avec des gens en plus en oiseaux qui s'y connaissent en général, hein. Ils savent reconnaître une blessure et ce qu'il faut faire, quoi. Tout à fait, oui, moi il y a une collaboration évidente. Alors évidemment, le bénévolat a ses limites, mais c'est vrai que si les gens chez vous peuvent prêter la main au centre de soins, ouais, ce serait très précieux, hein, c'est clair. Dans les clubs, on a souvent des gens qui ne sont pas des éleveurs. Ils sont des amateurs d'oiseaux, mais qui n'élèvent pas, qui ont quelques oiseaux à la maison, mais par contre, qui connaissent très bien les oiseaux sauvages et qui seraient des très bons bénévoles s'ils voulaient, quoi. Oui, mais tout à fait. À mon avis, ils ne sont pas informés, tout simplement. Ah bah, si vous pouvez les informer, oui. Oui, moi je découvre la chose maintenant et on pourrait, je ne sais pas, mais bon, déjà dans la revue, on espère que vous allez nous laisser un petit souvenir. Mais il y a un article qui va paraître là justement sur le ramassage des jeunes. Oui, c'est ça qui est intéressant. Bon, mais après, chaque club gère son club, enfin, chaque club se gère comme il veut, quoi. Et il y en a qui disent non, nous on ne veut pas s'intéresser aux oiseaux sauvages pour diverses raisons, hein. Bon. Il y a la LPO qui est pas loin aussi, il faut le reconnaître. On a la LPO qui est le voisin, quoi. Alors, on peut aussi leur demander. Mais ce qui est sûr, c'est que par votre activité, puis parce que bon, on vous contacte aussi pour avoir des renseignements sur les oiseaux. Quand on parle de transmetteurs d'informations, je crois que vous êtes bien placé pour cela, quoi. Oui. C'est pour ça que je parlais de médiation tout à l'heure. Je trouve que on est tout à fait, pas tous dans le club, mais il y a des gens qui sont capables dans les clubs d'aider à ça, et étendre le réseau et parer au plus pressé. Justement. Oui. Parce que souvent, c'est une question de rapidité, hein. Si on attend, oui, c'est ça. Les gens ils disent je vous l'apporterai demain. Ah, non, il n'est pas question de l'apporter demain. Il est 2 heures de l'après-midi, on peut faire quelque chose, quoi. Oui. Donc, quand il est 7 heures du soir, ok. Mais après,
Oui. Et puis, si on doit garder l'animal, effectivement, savoir aussi quoi faire un minimum Voilà. pour que ça ne s'aggrave pas. Mm. Et c'est vrai que souvent, ça s'aggrave parce que ouais, les gens essaient de faire quelque chose, Mm. mais ils ne savent pas. Et c'est vrai que ce qu'on indique comme information aux particuliers lambda, c'est surtout faites le moins possible. C'est-à-dire, le conseil de base, c'est vous ramassez l'animal, vous le mettez dans un carton à sa taille, et puis vous le mettez au calme. Si vous ne pouvez pas partir tout de suite, vous le mettez au calme. Puis c'est tout. Faites rien. N'essayez pas de le nourrir, n'essayez pas de l'abreuver. Si vous mettez une coupelle d'eau à côté, pourquoi pas, mais il y a peu de chances qu'ils boivent. Mais c'est vraiment faire le moins possible tant que l'animal n'est pas amené en centre de soins. Mm. Surtout si on ne sait pas le tenir pour un Et oiseau. oui, oui, c'est ça aussi. Oui, parce que Oui, mais ça commence par là. Oui, On fait vite des bêtises. Mm. Tout à fait. Oui, ouais. Il y a deux mains levées. Alors, je ne sais pas quel est le premier des deux. Qui a levé la main? Michel Vianon. Ah, c'est Michel. Michel. Oui, alors, je rejoins ce que dit le professeur Kourou. J'ai récupéré une note que les gens avaient trouvée abandonnée, enfin, entre guillemets, et ils l'ont élevée, imaginez-vous, avec des sardines à l'huile. Ah oui. Parce qu'ils ne voulaient pas lui donner des pauvres souris. Bien sûr. J'ai récupéré, bon, ça va, elle a mangé des souris, etc. Elle va bien, mais ça n'a pas été facile. Elle était complètement pas possible. Voilà. Et c'est difficile de faire comprendre aux gens que les animaux n'ont pas besoin de nous au niveau gentillesse. Ah oui, tout à fait. C'est le côté Walt Disney qui m'irrite profondément. C'est le côté Walt Disney. Regardez la pauvre bête, etc. Et c'est très difficile de faire comprendre ça aux gens. Oui, oui. Et surtout avec les jeunes. Oui, oui. C'est difficile d'éviter les caresses et les bisous. Oui, et malheureusement, sur un jeune animal, ça a des conséquences en matière de familiarisation néfastes. Voilà. Après, il faut reconnaître que lorsqu'on se promène et qu'on voit un fond de chevreuil dans l'herbe qui est grand comme 2 mains, on a envie de le prendre. Mais le tout, c'est d'y résister et de s'en aller. Voilà. Ah mais oui. ça, c'est difficile. Ah ouais, c'est très difficile. Pour les gens, oui. Pour moi, parce que bon, pour les gens, c'est très difficile. Le côté, la pauvre bête, elle est mignonne, etc. Non, non, non. Une fois qu'on l'a touchée, c'est foutu. Voilà. Oui, c'est un message effectivement qu'on passe depuis des années. J'ai l'impression que ça commence à avoir un peu d'effet parce qu'on nous apporte moins de fonds. Oui, quoique, voilà. Alors, vous êtes plus en zone rurale, effectivement, que nous. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On descend, et puis des tas d'animaux que je dis, la personne qui avait ramené le raton laveur qu'il avait sur ses genoux en le caressant. Ah là là. Vous l'imaginez. Oui, Voilà, oui, soi-disant pour le rassurer, alors que ça le stressait encore plus, quoi. Encore plus, en effet. Et ce raton laveur, c'est un échappé ou comment ça se fait? Non, 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 il avait été choqué par une voiture. Oui, mais il était choqué par une voiture et la personne l'a ramassé, elle l'a mis sur ses genoux et elle le caressait pour le ramener. Oui. Et puis, heureusement qu'il était choqué. Oui. Parce que le lendemain, je n'approchais pas du tout d'un cage où il était. Mais ce raton laveur, qu'est-ce qu'il faisait dans la nature? Il n'y a pas de raton laveur sauvage en Europe, si? Oh, si, oh là là. Quelques-uns. Oh là là. Il y en a beaucoup. Ça, des évadés de gens qui en avaient. Et qui... Non, 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 non. C'est du côté de chez moi, un peu plus haut. C'est une ancienne base américaine. Et les GI étaient venus avec leur raton laveur. Le problème, c'est qu'ils ont relâché. Il y en a partout. Ah, avec tous les problèmes que ça pose au niveau environnemental. Oui. Le truc à masque, c'est animal sauvage aussi, quoi. Quand on voit les crocs et les griffes, c'est carnivore. C'est effrayant. C'est effrayant. Voilà. Et ça, oui, ça nous fait aborder aussi le problème des espèces envahissantes. En effet. Et le problème, c'est que les centres de soins peuvent accueillir un animal d'une espèce envahissante, mais ne peuvent pas le relâcher. Voilà, c'est tout le problème. C'est donc assez bizarre. Alors, on peut toujours le replacer, mais il n'y a pas grand monde qui en veut. Et ce qui fait que l'euthanasie est extrêmement fréquente sur les animaux d'espèces envahissantes.
Ce Oui, qui parce touche que la beaucoup loi vous d'espèces, hein. Il y a le raton laveur, mais il y a la bernache du Canada, il y a les perruches oui, vertes à oui, collier, pour ne oui, citer oui. que celle-là, il y a les ragondins. Enfin, Les ragondins, c'est effrayant. Il y en a chez nous, il y en a partout, partout, partout. mm. Vraiment, c'est. Bon, ça va, les amis, les chasses à l'arc, mais quand même, c'est autre chose. Voilà. Mm. Ça pose de gros problèmes. Génial, voilà. Et alors, ça me permet de faire, excusez-moi, la différence entre les envahissants et les nuisibles. Donc, les animaux qui sont sur la liste des nuisibles, qu'on appelle maintenant ésode, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, eux peuvent être soignés en centre de soins et relâchés. Oui, Même oui. si parfois l'OFB, localement, n'aime pas qu'on relâche des nuisibles, Bah oui. mais n'empêche que c'est quand même permis, quoi. Oui, parce que chez nous, dans le département, je crois que le renard n'est plus nuisible, mais invasif, quoi. L'un des deux, quoi. Voilà. Il n'est plus nuisible. Alors oui, il n'a jamais été invasif, mais voilà, il y a des départements qui ont sorti le renard. Il y a pas mal de départements qui ont sorti le renard maintenant Oui, de liste oui, des c'est ça, nuisibles. oui. Et c'est bien, mais il reste gibier, quoi. Il reste gibier Oui, oui, chassable. c'est vrai. Oui, mais enfin, on peut le relâcher quand même. C'est quelque chose. Oui, oui, mais même s'il a un statut de nuisible, on peut le relâcher. Oui, c'est ça. Oui. Simplement, c'est pas toujours admis par Ah là l'administration là, française. ok. Et sur le site, je suppose qu'on a le b.a.-ba de ce qu'il ne faut pas faire dans la nature, non? Vous avez Ah mis oui, tous les sites de centres de soins ont les conseils de base, hein, tout à fait. Je repense à autre chose, j'ai dû l'indiquer dans l'article à paraître, mais si on veut connaître le centre de soins le plus proche de chez soi, il y a une carte sur le site du réseau centre de soins faune sauvage. Donc, si on a besoin de savoir où qu'on se trouve, où est le centre de soins le plus proche, on peut aller sur le site du réseau et à ce moment-là, on a l'information. Et il est bien tenu à jour. Pas de questions, cher public? Oui. Bon, en tout cas, c'était un plaisir que de vous Ouais, parler ce soir. nous aussi, on a découvert des choses. Enfin, moi, j'ai découvert des choses. Je m'y intéresse peu. Je m'occupe de mes oiseaux du jardin, là, et des hérissons du quartier, mais bon, ça ne va pas plus loin. Et puis, on n'a jamais eu de soins. On est en campagne. Les blessés sont mangés par ceux qui s'en occupent, hein. Il y a des corvidés, ça dégage, hein. Il y a des faucons et tout ça. Ouais. Bon, la nature se régule. Mais c'est vrai que les gens le conçoivent mal. L'autre fois, en exposition d'oiseaux exotiques, bien sûr, je ne sais plus pourquoi l'idée c'était on allait le relâcher. Je dis, ah non, vous ne pouvez pas relâcher un oiseau comme ça. Il n'en a pas pour longtemps, hein. Dans 24 heures, au pire une semaine, il est mort, hein. Pourquoi? Oui. Parce que d'abord, il ne sait pas ce que c'est, où est la nourriture. Deuxièmement, il y a les chats. Il n'a pas peur des chats. Il y a des chats à la maison. Et donc, ils ne sont pas tellement effrayés par un chat à 3 mètres, alors qu'un chat à 3 mètres, il ne va pas le rater. Et puis, la troisième chose, c'est qu'il y a les rapaces et les corvidés qui vont se charger de le zigouiller s'il est trop, si c'est un petit oiseau. Si c'est un petit oiseau. Et un gros, il a une chance de passer. C'est pour ça que les perruches à collier, elles s'en sortent. Tant qu'il n'y aura pas des autours des villes, au lieu d'avoir que des autours des bois, eh ben, on ne s'en sortira pas. Mais si on a des autours en ville, on y arrivera. Je crois que c'est le seul rapace qui osera les attaquer. Je pense, à mon avis. Sinon, il faut compter sur le retour des pèlerins. Oui, mais ils sont à Rome, hein, donc bon. Ah ben, on a quand même, en Île-de-France, 6 couples de pèlerins. Et il osera attaquer une collier? Une perruche à collier? Ah oui. Les mâles, en tout cas, sans aucun doute. Ah, ils n'ont pas peur, parce que c'est quand même grand, hein, une perruche à collier. Hein. Ah non, nous, c'est les petites perruches à collier. Hein. Ben oui, mais ça fait rien. Non, c'est pas très gros. Hein. C'est une tourterelle. Une tourterelle turque, avec une grande queue. Oui, je dirais même plus fluette finalement. C'est la queue qui donne cet effet-là. Oui, c'est ça. La largeur d'épaule, c'est la même à peu près. Hein. Je crois. Hein. Enfin, j'en sais rien, Michel. Parce que ce qui doit gêner le pèlerin quand même, c'est que ça vole. Alors, oui. ça vole surtout d'arbre en arbre. Ça fait pas des trajets très très longs. Quoique des fois, quand même, au retour du soir, quand on voit les vols de perruches à collier au-dessus de chez nous, en Île-de-France,
Je pense que ça doit pouvoir tenter comme les pèlerins. Au moins. C'est l'animal qui commence à poser beaucoup de problèmes. Bon, par rapport, par exemple, aux pigeons colombins, par exemple, ça pose des problèmes par rapport aux pigeons colombins. Oui. Et ça pose des problèmes aussi dans les vergers, parce que ça va bouffer toutes les pommes dans les vergers. Ah oui. Et ça pose de gros problèmes. On ne croirait pas. Hein. C'est joli quand ça vole et quand ça crie, mais bon. Et puis ça va dénicher la plupart des oiseaux qui nichent dans des trous, enfin des oiseaux qui sont cavernicoles. Ça n'hésite pas, avec la force du bec, de pouvoir relâcher plutôt les citelles ou des choses comme ça. Oui, ou des pics. Hein. C'est méchant. Hein. C'est un psittacidé. Le psittacidé, ça se défend. Hein. C'est des oiseaux qui sont très coriaces. Et quel caractère. Il y a beaucoup de caractère et qui arrivent à se battre entre eux méchamment. Hein. Quand il y a de jalousie pour un nid, les femelles sont très méchantes. Hein. C'est pour ça que la faune sauvage souffre, parce que il y a un petit duc qui ne va pas rester là, hein, il s'en va. Hein. Ah non. Un rapace, la boîte à rapace, il ne fera pas le poids. Quoi. Et elles sont à plusieurs en plus. Hein. Bah oui, c'est un petit duc. Il va dégager. Hein. Un pic fera pareil, il va dégager. Oui, un petit pêche, certainement. Oui. Ouais. Il va dégager, un pic noir, non, mais un pic pêche, certainement. Ouais. Et oui. Et le problème, c'est que dans notre département, il y a eu l'idée qu'on pourrait les rattraper. Bon, dans le Vaucluse, il y en a peut-être pas, puisque j'en ai entendu une dans les platanes de l'hôpital d'Avignon, mais je ne l'ai jamais vue, il n'y en avait qu'une. Mais à Marseille, il y en a. Hein. J'en ai vu, et beaucoup. Hein. Et beaucoup. Au Parc Chanot, c'est le ralliement, et il parle de plus de 800 couples. Hein. Et donc, on va les rattraper, on va les donner aux éleveurs. Les éleveurs ne les veulent pas. Non, on a des mutations plus variées que les vertes. Et de plus, c'est des oiseaux qui sont nés dans la nature, ils sont très sauvages. Ils ne sont pas habitués à l'homme, ceux-là. Ils vivent autour de l'homme comme les pigeons sauvages, mais ils ne supporteraient pas d'être encagés. Ou du moins, il faut. La législation actuelle t'interdit d'avoir des perruches à collier vertes. Ici, il y a 75 avec CDC derrière et un haut. Oui, c'est pour ça qu'on les a toutes repeints en bleu. Ouais, bon, les oiseaux qui ont des mutations, entre guillemets, c'est pas le problème, c'est un problème d'élevage, mais qui n'est pas le problème de la nature. On a tous des mutations. On n'a plus d'oiseaux de type sauvage. À cause de l'IFAP, déjà, qui a déjà refroidi pas mal de gens, qui n'ont pas voulu payer. Et puis qui ont dit de ne pas être contrôlé. Il y a une très forte crainte du contrôle. Hein. Alors qu'il y a des contrôles. Hein. Mais en général, il y a des contrôles parce qu'il y a une anguille sous roche. Hein. Ce n'est pas à cause de 3 perruches. Hein. Et souvent, c'est qu'il y a des chardonnerets dans le quartier, des choses comme ça. Hein. Des oiseaux interdits, tout simplement. Enfin, capturés dans la faune sauvage. Ça, c'est interdit. Mais c'est vrai que les colliers, personne n'en veut. Et qu'on ne veut pas les tuer non plus. Parce que quand il a été question de les capturer pour les tuer, on a eu le problème de l'équarrissage. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ça coûtait trop cher. Et donc l'État a dit, on avait remonté l'information à l'État, le service ici, il avait été chargé de faire un dossier. Il a dit, non, on ne peut pas. Quand on aura attrapé les 1000 perruches à collier de Marseille, qu'est-ce qu'on va en faire? Et même pour du pâté de grive, ça ne passera pas. Ça passera pas. Non, mais je crois qu'il y a maintenant beaucoup d'espèces envahissantes pour les considérer. Elles seront indigènes dans 50 ans, quoi. Oui. Elles le sont considérées déjà un peu. Oui. Elles le sont quasiment maintenant. En Allemagne et autres, ça y est, ils s'y font, quoi. Bah, c'est ça, ouais. À un moment donné, il faudra considérer que c'est fait partie de la faune normale, quoi. Et... On a même un reptile qui est passé en invasif, l'Anthropeltis giculis californien, donc est passé en invasif, pareil. On ne peut plus là. Hein. Et ça ressemble à quoi? Le serpent roi de Californie. On ne peut plus l'avoir, il faut un CDC, c'est passé en invasif. En plus des tortues et des choses comme ça, quoi, qui ont été. Oui, ça c'est un autre problème. Hein. La marque, c'est un problème, hein. Ouais. Tortue Floride, oui. Ouais. Voilà. Vous avez beaucoup de reptiles en soins, tortues écrasées ou blessées par le tronc?
Alors, normalement, on n'agrée que pour les oiseaux et les mammifères, mais on récupère de temps en temps effectivement quelques reptiles et amphibiens, enfin très très peu dans l'année. Et puis, on considère maintenant que les tortues de jardin sont des NAC. Voilà, et donc on ne les prend plus. À cette époque, on les prenait, on les replaçait chez les capacitaires. Bah, dorénavant, non, c'est vrai qu'il faut les considérer comme des NAC, quoi. À condition qu'elles soient identifiées, pucées, et que la capacité, enfin que la personne ait une autorisation de détention. Ah, ce qui est loin d'être le cas C'est loin de tous les descendeurs aujourd'hui, c'est sûr. J'explique la loi, après on voit. Hein. Oui, parce qu'en pratique, il y a beaucoup de gens qui en ont. Hein. Oui. Oui. On peut même considérer que la tortue d'Hermann ne risque pas grand-chose, puisqu'il y en a trop en captivité par rapport aux forêts des morts. Hein. Sauf que si tu te fais choper avec une tortue interdite, c'est 9 145 € d'amende, 2 mois de prison et voiture saisie parce qu'elle a servi à transporter l'objet du délit. J'explique la loi. Je ne suis pas flic, j'explique la loi. Ouais, c'est bien. Bon. Y a-t-il d'autres questions? Oui, il y a eu une main levée là. Jean-François, il l'a levé après, c'est pour ça. Oui, j'ai levé la main parce que tu disais 800 perruches à collier à Marseille. Couple. Au couple. Il y a 10 ans, tu vois, j'étais parti ramasser des herbes un dimanche matin à côté du château de Marcel Pagnol, tu vois. Sur le toit du château, j'ai compté 800 perruches et après, je dis, bon, je m'arrête, sinon je ramasse plus d'herbes, tu vois. Elles étaient collées les unes à côté des autres. Non. Il était 6h30, 7h. Il y avait 800 perruches à collier quand je me suis arrêté de compter. Et j'avais compté même pas la moitié, tu vois. Et c'était il y a 10 ans. Donc maintenant, ça a dû se reproduire. Et dernièrement, il y a un pote qui m'a envoyé des photos. Il y avait des perruches Port Lincoln, tu vois, dans son jardin. Il y avait à côté de chez moi, il y a des becs de plomb ou des becs d'argent, tu vois. Et aussi un peu plus loin à Château-Gombert, tu as des perruches souris, tu vois. Oui. Les souris, je sais, déjà. Et du côté de Valoris, tu dois avoir des agapornis et aussi des becs de plomb, becs d'argent. Donc, voilà les gens les relâchent. Les perruches souris en Espagne, c'est déjà aussi embêtant que les colliers. Hein. À Barcelone, les colliers, c'est royal. Il y en a de tout. Dans les Ramblas, sur la Rambla, c'est chaud. Merci, M. Kourou, pour votre belle petite vision. Merci beaucoup. J'ai appris plein de choses. C'est super, ça. Alors, ce qui tombe bien, c'est que nous avons parlé des perruches à collier et il me semble que le prochain thème de la visioconférence, c'est des mutations de la collier. Oui. Par Laurent Grioche, qui est un élève juge NGF, citacidé, en face un grand spécialiste des perruches à collier. Voilà. En face de mon jardin, il y a des perruches à collier qui viennent et j'en ai vu une bleue et une panachée et une jaune. Ou une cinnamon, je ne sais pas. Je ne comprends rien dans les perruches. Non, si elle est jaune, c'est une Nino. Hein. Bon, j'avais peut-être mes lunettes, tu vois, donc elle était très claire, tu vois. Mais il y avait une bleue et une panachée de bleu. Oui, ça c'est possible. Oui, ça c'est possible. Eh bien, tu sauras qu'il y aura 2 panachés possibles, un dominant et récessif, dans 2 semaines. Je comprends bien. Grâce à Laurent Grioche. Professeur, vous pouvez venir. Hein. C'est gentil. Invité si ça vous intéresse. D'autant plus que ça va être des oiseaux que vous allez avoir dans vos mains bientôt. Hein. Parce que vu la population qu'il y a au parc de Sceaux, vous allez bientôt en avoir des blessés, hein, ou des sautés du nid. Bon, l'avantage, si elle saute trop tôt du nid, c'est que le particulier qui va la trouver, il va dire c'est un perroquet, déjà, il ne sait pas que c'est une collier, et du coup, il va essayer de la garder pour l'apprivoiser. Ça va limiter, mais s'il est blessé, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai qu'on aura des gens qui vont sur des jeunes tombés du nid, s'il en tombe, hein, parce que c'est quand même rusé comme oiseau, ça fait des nids très profonds, mais ceux-là, ils seront, à mon avis,
ils ne rentreront pas dans le circuit des oiseaux indigènes. Ils vont se retrouver en oiseaux exotiques assimilés. Sauf qu'il est vert, donc comme dit Michel, il faudra le repeindre. Hein. Donc, parce que sinon, la loi est plus forte que la peinture. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, Laurent, il va vous faire un truc. Je viens de terminer le montage avec lui. Ça va être bien. Hein. Ça va être bien, je vous le dis. Hein. Et donc, vous êtes tous invités, et même si vous n'élevez pas des colliers ou des petits acidés en général, vous apprendrez quelque chose forcément. Voilà. Ça, c'est la prochaine, donc pour avril. Ensuite, au mois de mai, la première sera sur les canaris couleurs de la mutation pastel. On fera le point de tout ce qui existe comme sorte de canari pastel, et ça sera fait par des élèves juges d'Algérie. Donc, c'est un de leurs mémoires de travail. Ils vont le présenter donc, à tout le monde. Et ensuite, la deuxième du mois de mai, ça sera sur les perruches calopsites et leurs mutations, fait par un juge CNJF aussi, par Loïc Lenné. Et ensuite, pour juin, on aura quelque chose sur un nouveau programme de l'UFCOM France, qui est le logiciel ornitho-élevage. Donc, on découvrira ses fonctionnalités. Peut-être que ça permettra aussi d'interroger sur le bien fondé et la nécessité de ce logiciel. Et fin juin, ça sera sur les tarins du Venezuela et leurs mutations par un spécialiste italien, Riccardo Grigato. Et ensuite, ça sera les grandes vacances. Voilà. Et quel programme? Oui. Et comme à chaque fin de visio, je rappelle à tous les participants que vous êtes invités à présenter un sujet si ça vous intéresse. Sujet que vous choisirez vous-même. On vous aidera s'il faut faire le montage. Pas de problème. Voilà. Et après, il y a encore quelques créneaux disponibles sur le second semestre. Oui, ça se remplit, mais c'est bien. Merci. Merci, professeur. C'était très intéressant. Merci encore à vous. Voilà, on a appris beaucoup de choses. Oui. Et ça va peut-être permettre de créer des vocations aussi de bénévoles. Voilà. Oui, c'est moi. Merci beaucoup. On a toujours besoin dans tous les domaines. Le bénévolat, c'est au plaisir et bonne fin de soirée à vous alors. Merci. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci à tous. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci.